Yo la team, Let's go! Une nouvelle comment tu vas? masterclass, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Pourquoi Picsou n'est pas là? Eh ben, il s'est fait mal au sport. Voilà, pour faire très court, il a décommandé, il s'est fait mal au sport. Rien de méchant, rassurez-vous. Juste, il se repose. Il sera probablement dans le chat pendant cette émission. Donc, on va pouvoir parler de cette petite semaine où c'est un petit peu saigné. C'est un petit peu saigné du côté des agents IA. Ça a pris un peu cher. On va avoir l'occasion d'en discuter. Ouais, ouais, ouais. Et une belle semaine bien remplie de FUD, d'angoisse, de tout ça. Là, sur les marchés, c'est compliqué. Mentalement, c'est Ouais, compliqué. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, mais faut rester fort. Faut garder la tête froide aussi, parce qu'il y a c'est plein de ça. choses qui se mélangent. Donc, on va pouvoir en discuter, ça va être cool. Et donc au niveau des nouvelles, eh ben, on a déjà une forte vente de la part du gouvernement américain juste avant l'investiture de Trump en Bitcoin, plus de 6 millions de dollars de Bitcoin qui vont être vendus illico presto. C'est un sujet qui traîne depuis des années, presque 10 ans, hein, je crois, par rapport à Silk Road, qui était une marketplace sur le darknet pour acheter toutes sortes de choses plus ou moins sombres. Voilà. Et bah, le gouvernement a dit, vas-y, il faut vite s'en débarrasser. Est-ce que c'est une décision politique? Sans doute. En tout cas, voilà, c'est histoire de mettre un petit doigt d'honneur, je pense, à Trump avant de partir. Forcément, ça a été pricé par le marché. Aussi, on a eu une annonce au niveau de Nvidia. On vous en avait parlé, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia. Donc, je vais avoir l'occasion d'en discuter avec vous. Mais de ce que j'ai lu, on parle de plus de 10 milliards de dollars de recherche exclusivement pour cette architecture, en sachant qu'Nvidia, en général, c'est une nouvelle architecture tous les 2 ans et demi. Du coup, bah, ça fait que ils dégainent, on va dire, la crème de la crème par rapport à l'intelligence artificielle. Ils n'ont fait que parler que de ça. Voilà. Déjà, c'était abusé avant, mais là, ils parlent vraiment que de ça. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? On fera un petit point sur le drama usual aussi. Je pense que c'est important d'en parler. Ethereum Pectra qui arrive très bientôt. Alors, très bientôt. Bon, pas dans la semaine, hein, mais voilà, ça va être une mise à jour d'Ethereum qui va donner plus d'espace pour les roll-ups, donc ça va permettre aux roll-ups de scale davantage. Toi, tu veux nous parler de quoi, Aigri, aujourd'hui? J'ai fait un petit focus sur Abstract cette semaine. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de ça et on va pouvoir revenir aussi sur un drama de fou qui s'est passé dans l'écosystème Agent IA à base de plein d'influenceurs qui ont fait monter une sauce sur un token et derrière c'est une histoire de fou furieux qui s'est passé, un bon événement Web3 comme on aime, où on essaie d'extraire de la valeur. Mais franchement, non, ça a été vraiment chaud ce qui s'est passé. On va en discuter juste après, mais vraiment, vraiment grave. Voilà. Eh ben écoute, c'est top, on va pouvoir parler de tout ça. C'est une semaine qui a été beaucoup plus calme côté marché que d'habitude, on va dire en termes de fonda, etc. On va quand même avoir une belle émission à vous proposer. Et je vous propose de commencer bah, directement sur les actualités. Je vais ajouter l'écran et on est parti. Voilà. Alors, laisse-moi ajouter l'écran parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal à apprendre à utiliser un ordinateur. Pas l'habitude, tu sais. Pas facile. Voilà, c'est parti. Alors, Picsou, tu m'en veux pas, j'ai mis non classé, c'est pas voulu, WordPress me prend la tête, j'ai pas eu le temps avant l'émission, bon bref. C'est parti. Donc au niveau des actualités, on commence déjà, bah, ce que je vous ai dit juste avant, hein, approbation pour la vente de 6,5 milliards de dollars de Bitcoin. Donc forcément, bah, ça fait chier. Voilà, ça fait de la pression vendeuse. Donc ça devrait arriver sous peu. D'ailleurs, on sait à l'époque que il y avait un individu qui aurait cédé ces fameux bitcoins au gouvernement. On ne sait toujours pas qui c'est. Voilà. Bon, on sait également que Trump avait promis de faire sortir de prison, comment il s'appelle, Ross Ulbricht, voilà, le fondateur de la marketplace Silk Road. Va-t-il tenir sa parole? J'ai un doute. Personnellement, je le souhaite à Ross, mais bon, voilà. Ça va être compliqué, hein. Pour ceux qui connaissaient pas l'histoire, voilà, Ross Ulbricht, c'est quelqu'un de très, on va dire, libéral. Il a monté cette fameuse marketplace Silk Road à l'époque qui permet d'acheter absolument tout et n'importe quoi. Donc forcément, la drogue, des armes, d'autres types de services un petit peu malveillance max. Et du coup, bah, il s'est fait attraper et il a pris la prison à perpétuité, je crois. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Et donc Trump, qui a eu on va dire pendant sa campagne l'occasion de tout ramener à lui, a dit je vais vous donner la liste Epstein, je vais faire sortir Russell Bridge de prison, patati patata. On va compter les promesses et à mon avis, on va avoir quelques déceptions. Après, peut-être que je suis mauvaise langue, hein, mais bon, en général, il y a un vrai décalage entre les promesses politiques pour obtenir le pouvoir et ce qui se passe quand ils ont le pouvoir. Au-delà de ça, il y a aussi une pression qui vient de l'extérieur parce qu'un gouvernement, en tout cas en Occident, c'est pas une grande dictature, donc des fois ça ne dépend pas que de lui. Mais bon, on verra. Ensuite, j'enchaîne.
Donc, on a la commission bancaire du Sénat américain qui crée la première sous-commission crypto. Donc, l'idée, c'est d'avoir une commission dédiée à la crypto, avec des gens qui sont pro-crypto pour s'en occuper, avec, on va dire, en vitrine, Cynthia Lummis, qui est justement quelqu'un de pro-crypto, qui avait fait d'ailleurs une proposition pour vendre une partie des réserves d'or de la Réserve fédérale américaine pour acquérir du Bitcoin à la place, ce qui peut être vu comme une folie, on va dire, pour l'ancien monde. Quelque chose qui fait sens pour moi. Après, forcément, je suis biaisé, je suis pro-crypto. Attention, cependant, la nomination de cette fameuse Cynthia Lummis, ça se fera la semaine prochaine, donc on verra si ça se fait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la politique et le lobbying qui est autour. On sait qu'on a différents acteurs du marché crypto qui ont financé un petit peu ce lobby, notamment Circle qui a donné $1 million en USDC d'ailleurs à l'inauguration de Trump. On sait également que Ripple aurait donné $5 millions et on a également du Kraken, du Robinhood, du Hondo dans la boucle. Donc petit à petit, voilà, le secteur privé crypto, on va pas dire corrompre, c'est pas le bon mot, on va dire fait les yeux doux au pouvoir pour pouvoir faire avancer le sujet crypto. Et sujet crypto qui va être au centre parce que si il y a eu beaucoup d'engouement pour la crypto, tout le monde a dit il y a que des pro-crypto, gouvernement, machin, la réserve de Bitcoin qui arrive, machin. Si à court terme ça bouge pas très fort sur la crypto et qu'on voit pas des agissements, je sais pas comment le marché va réagir, mais attention parce que là ils envoient beaucoup de sauce sur la crypto. Faudrait pas non plus que ce soit juste des mots et des paroles parce que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes et le marché va peut-être pas apprécier. Tu sais que j'ai été choqué. Je parle avec ma mamie qui a la 80, hein, qui regarde du coup beaucoup la télé, tu vois, et qui me dit tu as vu le Premier ministre du Canada, Trudeau, il a sauté, il pourrait être remplacé par je sais plus qui est pro-crypto. Et c'est elle qui me dit qui est pro-crypto. Je fais ah ouais, d'accord. Bon, très bien. Très bien, s'il se passe des choses en Occident, en tout cas du côté américain. Donc, on va voir tout ça. On va voir, et puis surtout, on espère que c'est positif du côté du marché, parce que si ça se trouve, on se monte encore la tête, et puis on va se faire secouer. Ensuite, je vais vous parler de Solayer. Alors, j'ai eu l'occasion de vous en parler rapidement dans des lives en perso, pas lors d'une masterclass. Je vais vous demander d'être très attentif. Alors, Solayer qui devient mon nouveau chouchou. Voilà, Solayer qui historiquement est un protocole de restaking comme EigenLayer en fait. Hein. Voilà, sur Solana qui avait eu une belle hype. D'ailleurs, ils ont 400 millions de dollars de sol qui sont déposés sur leur protocole de restaking. Donc, rappel, qu'est-ce que c'est le restaking ? C'est de mettre à disposition du staking d'un jeton donné, en l'occurrence Solana, pour pouvoir sécuriser autre chose que le protocole. Donc, en l'occurrence, ici, ce serait sécuriser différents services. Et là où Solayer innove un petit peu, c'est que quand on regarde EigenLayer, par exemple, EigenLayer, c'est, on va dire, une couche technique pour lancer des services par-dessus, mais c'est pas une infra. Il propose aussi effectivement un semblant d'infra avec EigenDA, mais c'est pas une infra complète, on va dire. De ce que je comprends, Solayer, ils veulent mettre à disposition une infra beaucoup plus complète. Donc l'idée, c'est quoi, selon moi, parce que j'ai lu le light paper, d'accord ? Je pense avoir compris pas mal de choses. J'ai lu ce qui s'est passé sur Internet, mais il y a encore beaucoup de choses à parler. Et je parlerai de Soon, Crypto Addict, t'inquiète pas. En gros, l'idée, selon moi, c'est de se dire comment on fait pour faire la blockchain la plus puissante qui existe sans avoir à réinventer constamment la roue. Tu peux partir d'une base Solana. Sauf que Solana, tu as différents bottlenecks. Déjà, tu as un système qui va être multi-client. Aujourd'hui, Solana tourne principalement sur un client logiciel qui s'appelle Agave. Bientôt, il y aura Agave et FireDancer, puis Agave, FireDancer, Syndica, etc., etc. Et du coup, ça peut créer certaines formes de bottleneck, de dépendance, etc. Également, au niveau du requirement hardware sur Solana, on le sait, il faut quelque chose comme 12 cœurs, 16 cœurs, peut-être que ça passera à 32 plus tard au niveau du processeur, et une certaine quantité de RAM. Voilà. Solayer, ils sont arrivés, ils ont fait la suite logique des choses. On en a parlé dans des émissions précédentes. En gros, alors laissez-moi vous trouver le light paper de Solayer sur GitHub. Voilà, celui-là. En gros, l'idée, c'est de vous dire, d'habitude, on vous dit, il faut un bon processeur. Généralement, on met pas de carte graphique dans un validateur de blockchain. On met de la RAM, on met un SSD puissant, une bonne connexion Internet, fin. Eux, ils imposent déjà de passer soit à de la carte graphique,
soit à du FPGA pour le SIG Verify. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, c'est-à-dire la vérification des signatures. Très souvent, la vérification des signatures, c'est un bottleneck dans la blockchain. Voilà, c'est même un des plus gros bottlenecks sur la blockchain. Donc, si tu peux pas avoir un processeur suffisamment puissant, il faut passer sur du hardware dédié à ça. D'où carte graphique ou FPGA, en sachant que ce sera très probablement du FPGA, parce que le FPGA, c'est un composant qui permet de faire des tâches très précises, quasiment comme un ASIC, avec une consommation d'énergie moindre. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, digérer les transactions. Ensuite, il va y avoir la partie planification et routing des transactions. Et là aussi, on nous parle de FPGA. SDN, je crois, c'est un routeur. Et du coup, ça fait qu'on met du hardware dédié. Voilà, on met du hardware dédié. L'intérêt, c'est d'augmenter la puissance et de réduire la latence. Et ça va leur permettre aussi de pouvoir répartir mieux les tâches d'exécution. Donc, on va encore plus loin dans la parallélisation des transactions. Donc, la promesse de Solayer, c'est, en tout cas dans les tests, ils ont été capables de faire entre 900 000 transactions par seconde et 16 milliards de transactions par seconde. Voilà. Donc, on sait très bien qu'on n'aura pas tout de suite du 16 milliards de transactions par seconde, mais ça risque d'être vraiment, vraiment puissant. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est que comme de nombreux AVS et GainLayer, comme MegaETH, comme SUNetwork, comme Layer N qui est devenu N1, c'est de pas avoir à ressortir un jeton qui sert au staking et donc se retrouver dans une situation où au début, tu fais un petit peu pitié parce que forcément, tu es face à du Ethereum, du Solana, du NIR, etc. En gros, l'idée, c'est de se dire, la sécurité économique, c'est Solana avec le Sol. Enfin, nous, Solayer met à disposition un layer d'exécution ultra puissant. Par contre, ils vont bien sortir un token qui s'appellera le token layer, qui sera dans un premier temps un token de gouvernance et qui servira probablement à plus de choses après. Donc, on sait qu'ils ont levé 12 milliards d'un côté, ils vont encore relever d'un autre côté. Il y a même une community sale qui se passe en ce moment même pour les intéresser parce que souvent, on vous parle de pré-sale, on vous parle de private sale, ce genre de choses et vous dites comment je fais moi aussi. Voilà. Donc, avant de commencer, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous connaissez la chanson, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie de résultat. On reste sur un marché qui est extrêmement volatile. On peut se faire fumer à tout instant. Donc, quand on investit sur quelque chose, on prend un risque. Voilà. Maintenant que ça, c'est clair, il y a un nouveau Launchpad, en tout cas, je ne le connaissais pas avant, qui s'appelle Buildpad, qui propose une community sale. Alors, je m'excuse pour ceux qui vont m'écouter sur YouTube. Ce sera déjà trop tard. Ce sera pour les gens qui nous écoutent en live actuellement. Ça va se passer ce lundi. Donc, lundi 13 janvier à 11h, heure française. Et donc, comment ça va se passer? En gros, vous allez sur le site le site de Buildpad /Solayer. Ils vont vous demander de connecter votre wallet, de faire un KYC. D'ailleurs, le site, il marche bien là. Putain, c'est bien. De faire un KYC. Fous-moi la paix. Et de préparer vos fonds. Là, il commence à m'énerver. Une fois que vous avez les fonds préparés, vous pouvez miser entre 100 et $2 000 dans ce cas très précis. En gros, ils ont une limite imposée de 10,5 millions de dollars qui peut s'étendre jusqu'à 21 millions de dollars. De ce que j'en ai vu récemment avec Capet qui donne de l'alpha et va m'empêcher de in. Non, Picsou, tu vas in, je vais in, nous allons in, vous allez in, ils vont in. Non, je rigole. Bref, de ce que j'en ai compris. Alors, j'essaie de vous retrouver le tweet qui dit les choses proprement, correctement. 2 secondes, il y a 2 tweets, voilà, plus cette page-là. Voilà, donc page explicative. Comme ça, vous avez les infos. N'hésitez pas à relire ce qui est dit. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est que des trucs comme ça, vous allez en voir toute l'année. Je sais pas combien de temps ça va marcher, si ça va continuer de marcher, mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça vous permet de rentrer à une valorisation qui est un petit peu plus intéressante que tout ce qui s'est passé courant 2024. Donc, en gros, on nous dit, voilà, vous faites votre KYC, vous préparez votre capital, donc soit en USDC, soit en USDT, soit en Sol, soit en WIF, soit en banque. Ça, c'est vous qui choisissez. Perso, je vais in avec du Solana. Ensuite, une fois que votre capital est prêt, il va falloir attendre la fameuse date, donc 13 janvier, 10 AM UETC, donc normalement c'est 11h heure française. À ce moment-là, ça va vous demander de lier un compte X et de mettre une adresse email. Ils ont apparemment une protection anti-Sibyl, donc vous amusez pas à créer plein de comptes, à part si vous savez vraiment ce que vous allez faire. Comme pour MegaETH, comme pour Silencio, comme pour Fuel récemment, je m'attends à ce que très très rapidement, ce soit fil. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont dit entre 10,5 millions et 21 millions max. S'il y a 21 millions qui est commit, ils arrêtent directement la sale et ça vous permet de in à une valorisation de 350 millions de dollars en sachant que vous aurez accès à 100% de vos jetons directement au lancement du jeton.
On ne sait pas quand sort le jeton. On ne sait pas si c'est l'an prochain, on ne sait pas si c'est cette année, etc. On n'a pas l'information. Voilà. Pour ce qui est du 350 millions de dollars, moi, personnellement, j'ai considéré que c'est une bonne affaire dans le sens où on a vu du movement se valoriser à plusieurs milliards de dollars. On a vu des layers 2 sur Ethereum se valoriser à quelques milliards de dollars pour certains. Voilà. Moi, je considère que c'est honnête, surtout pour avoir les jetons directement. Donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que à 11h tout pile, c'est quasi fil. À 11h03, 11h05, c'est terminé. Donc, moi, je vais être devant mon PC. Je suis même pas garanti de pouvoir in absolument. Voilà. Et après, pour la sortie des jetons, j'espère que ça se passera le premier trimestre. Mais voilà. Donc moi, j'ai décidé de in. C'est très très rare que je me laisse envoûter comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu misé sur un des premiers gros layers de Solana. On va appeler ça une extension de réseau. C'est-à-dire que ça profite de la sécurité économique de Solana, mais ça propose des performances supérieures à Solana, et ça fonctionne avec un wallet Solana comme Phantom. Maintenant, il faudra qu'il y ait les applications. Enfin. Voilà. Pour les données, donc ça nous annonce du 1 million de transactions secondes, voire plus. Bon, ça, on verra dans les faits, hein, bien sûr. Donc, très, très intéressé par ça. Toujours dans la logique de ce game, on va dire, de la nouvelle méta, qui est en fait l'ancienne méta ICO, il y a d'autres possibilités. On en avait déjà parlé, je vous donne des noms, comme ça, c'est à vous de gérer. On sait déjà que Sous Network, qui est l'équivalent de Mega ETH, mais sur la machine virtuelle de Solana, propose d'investir avec une logique assez similaire cette fois. En gros, donc je le répète, la phrase elle veut un peu rien dire, mais c'est pas un conseil d'investissement. Pour le coup, j'ai pas in, mais je me suis tâté. Eux, ils font les trucs un peu différemment. Ils ont proposé aux gens de pouvoir in sur toute une semaine, et vous pouvez in sur des NFT. Donc, vous achetez pas directement du jeton. Vous achetez un NFT qui vous permet d'avoir du jeton. Donc, par exemple, ils vous disent le Soon Pile, vous avez 250 000 jetons, vous êtes locké 36 mois. Le Soon Squad, vous avez 12 800 jetons, vous êtes locké un peu. Le Sooner, voilà, bon, vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir in à une certaine valorisation. J'ai pu trouver une information à ce sujet sur ce Twitter-là qui nous dit que si on in, voilà les valos par rapport au NFT. Voilà. Donc, on retrouve à peu près la même valo pour le plus petit NFT, donc 375 millions de FDV. On peut aussi l'avoir à 300 millions ou 120 millions pour ceux qui prennent le plus gros NFT. Sauf que pour eux, ils sont bloqués 12 mois plus 36 mois. C'est-à-dire que, imaginons le jeton, il sort le 1er février. Eh bien, vous ne pourrez pas avoir le moindre jeton toute l'année 2024. Vous allez attendre le 1er février pas 2024, 2025. Vous allez devoir attendre le 1er février 2026 pour voir la couleur de vos premiers jetons. Et vous aurez un déblocage progressif de jetons qui va se faire sur 36 mois. Alors, je ne sais pas si c'est exactement tous les mois ou si c'est un déblocage qui se fait en temps réel ou pas, mais en gros, vous n'êtes pas prêt de voir vos jetons. Mais voilà, pour ceux qui se disaient « Oh là là, c'est VC, ils nous baisent la gueule, ils rentrent et pas nous », là, vous avez l'opportunité de rentrer à des belles valos comme tout le monde. Donc, c'est ça la méta en ce moment. Ça se passe ici directement sur un Launchpad Pool. Ça se passe avec Buildpad comme on l'a vu. Ça se passe avec Echo. Ça se passe avec Légion. Voilà. Donc, Echo.xyz, Légion.cc qui ont des sites. Dans tous les cas, il faut toujours faire un KYC. Parfois, on vous demande de faire plus que ça pour avoir la possibilité de in. Mais vous avez la possibilité, comme les vilains VC méchants, d'in sur des belles valos. Donc, je voulais vous en parler. Vous faites ce que vous voulez, mais vous plaignez pas après. Voilà, là, on vous fait des bons cadeaux. Ah, mais c'est sympa d'avoir. Tu vois, moi, le produit qui m'intéresse le plus, c'est Solayer. Le produit en tant que tel, en tant que restaking, tu vois, j'avais un peu de mal. Mais le fait d'avoir justement de l'infra en dessous, alors on peut en penser ce qu'on veut, il va falloir mettre les applications en face, c'est toujours la même question. Pour le moment, on a toujours plein d'infra et pas beaucoup d'applications. Mais Ouais, ça reste comme des d'hab. valos qui sont honnêtes. On n'est pas là où ça sort à 3-4 milliards en public sur les listings, machin. Ça reste quand même honnête. Après, chacun va faire ses propres diligences pour aller regarder si c'est intéressant ou pas. En tout cas, ça reste honnête d'entrer sur des trucs qui sont soit complètement libérés sur les TGE, soit en 3 mois sur Soon. Ça reste sympa. Mais des belles valos en boule, sauf que si c'est une lock en bière, on parle toujours de belles valos. Ah bah à un moment donné, faut savoir assumer un risque dans la vie. C'est-à-dire que, en gros, pour faire très simple, mon avis, un peu tranché, un petit peu sucré, un petit peu salé, c'est quand les VC rentrent en seed ou en pré-seed ou en série 1, ils font x10 sur le jeton, c'est des enculés. Quand un VC rentre sur ces mêmes valos, sur des projets que les projets partent à zéro, personne n'en parle, tout le monde s'en branle. En gros, c'est à vous d'assumer. C'est-à-dire que là, on vous met à disposition des valos semblables
à des sites parfois ou à des séries 1 pour tout le monde, avec les risques qui vont avec, évidemment. Est-ce que en bear, ça va se plonger? Peut-être. Forcément, si tu as une bonne partie de la communauté qui rentre à des belles valos et que toute la communauté panique et vend, bah forcément, ça décaisse, tu vois. Mais ensuite, c'est des 20 millions pour ce genre de projet, pas plus. Bah en fait, c'est pareil, c'est juste qu'en général, il y a peut-être moins d'investisseurs que sur des community sales où il y a beaucoup d'investisseurs, mais à l'arrivée, c'est les mêmes quantités de monnaie, entre parenthèses, tu vois. Donc, moi, c'est juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je veux pas faire mon suceur de VC, hein. Il y a des trucs qui sont parfois assez abjects. D'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous parler d'un truc rigolo, Aigri. Et c'est juste pour vous dire que là, vous avez exactement ce que vous demandiez, le peuple. Voilà. Donc, je vous en parle et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que la team, elle est docs derrière? Je crois que oui. Dans le cas de Sous Network, je crois que oui. Vous pouvez de toute façon faire vos petites recherches de votre côté. En général, on sait que c'est, dans le cas de Sous Network, ils ont pas mal de bons copains, que ce soit chez Solana, que ce soit sur des services de roll-up as a service comme Caldera, que ce soit Avail, Eigenlayer, etc. Donc, faut éviter les vestings à ce moment du cycle, mais le deal Solayer est intéressant IMO. Voilà ce que nous dit Picsou. Je suis assez d'accord avec lui. Et il faut savoir aussi que forcément, là, on entre dans un cycle qui est haussier sur la crypto depuis un bon moment. C'est normal que les valos aient pris un peu de poids, pour être honnête, parce que bah voilà, ils savent qu'il y a de l'argent qui va arriver, qui est plus ou moins en jeu. Alors, on pourrait en débattre sur les délais, machin, mais si vous voulez rentrer sur des trucs, il faut faire les recherches en bear market quand tout le monde s'emmerde. C'est là que vous allez avoir les meilleurs deals et c'est là où les VC slash public sales ont été les meilleurs. Je pense à Peak qui a fait sa sale quand même un peu avant. Et pour les gens qui disent que les sites sont valorisés à 20 millions, etc., oui, c'était le cas sur des Starknet, etc., mais qui remontent un peu. Je pense à un méga ETH. Méga ETH, ça n'a pas été valorisé à 20 millions. Méga ETH, c'est déjà publiquement, on n'a pas le chiffre. Sur Crypto Fundraising, je vois 20 millions en seed. C'est sûrement quelque chose qui a tapé les 9 chiffres. Donc, faut quand même prendre en compte qu'il y a un peu d'inflation. Même pour les VC, il y a de l'inflation et ça imprime de la monnaie. Voilà, je mets le message de Picsou. Dans tous les cas, vous n'aurez pas ces deals investing à des valos sous 100 ou 200 millions. Je pense aussi, ce sera très rare. Peut-être qu'il y en a des projets qui vont dégainer, par exemple, pour dire ah bah ceux qui avaient acheté le NFT à l'époque, ben eux on les fait rentrer. Il y aura peut-être des trucs un petit peu exotiques comme ça, mais voilà. C'est juste que là, bah vous avez la possibilité de rentrer avant. Et moi je voulais vous montrer Peak parce que au final Peak, ils ont fait leur ICO con list à 333 millions de valos. C'était quand? C'était en mai? Ouais, c'était en mai. Ok. On était en bear. L'ambiance, elle était pas top. Et beaucoup de gens n'ont pas osé in à 333 millions de valos. Et tu vois, actuellement, on est à 2 millions de valos. Ensuite, qu'est-ce que je me suis de noter la team? Oui, alors j'ai fait une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur justement les nouveautés des cartes graphiques Nvidia pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est plutôt axé gaming, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que Nvidia a encore plié un classique. N'en déplaise au NE. Par contre, on sait que AMD pourrait sortir des nouveaux trucs sympas de ce que j'en ai vu. Et du coup, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la finance plus traditionnelle, voilà, et qui veulent s'intéresser aux actions Nvidia, AMD, eh ben, je vous avoue que je suis toujours bullish Nvidia, évidemment. Peut-être un peu plus bullish qu'avant sur AMD quand je vois ça. Bon, pour le moment, c'est un leak, hein, mais visiblement, ils vont nous dégainer une nouvelle série de cartes graphiques plus adaptées à l'intelligence artificielle, qui casse un peu les prix et qui se retrouvent avec des niveaux de performance de la 4070 Ti Super. La 4070 Ti Super, actuellement, elle tape 1000 euros l'unité. La 9070, elle pourrait taper 600 euros l'unité. Donc, quand tu as des perfs similaires pour 40% de moins sur le prix, c'est sympa. Si AMD arrive à faire ça, c'est sympa. Est-ce qu'on va avoir aussi un rattrapage niveau calcul IA? Ça, je sais pas, mais je pense qu'AMD, ils vont pas trop dormir, ni Intel d'ailleurs. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Toujours dans la même logique, je crois avoir noté quelque chose à ce sujet. Si c'est pas le cas, j'ai fait de la merde. Oui, voilà. Bon, Nvidia, lors de sa conférence, hein, nous a parlé d'IA. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que plus la puissance de calcul de l'intelligence artificielle augmente, en gros, plus l'intelligence artificielle s'améliore, plus on a besoin de puissance de calcul. Plus on a besoin de puissance de calcul,
plus Nvidia bombe le torse en disant nous sommes le choix privilégié pour vous proposer cette puissance de calcul. Et là, on va arriver donc à l'argentique IA, c'est-à-dire des systèmes qui sont de plus en plus autonomes, si j'ai bien compris, puisqu'ils appellent le physical IA, c'est-à-dire l'IA dans le monde physique avec de la robotique partout. Donc ça, je m'y attends d'ici 5 ans, je pense, où on va avoir vraiment des robots dans des usines qui comprennent leur environnement, qui s'adaptent, avec qui on peut parler, qui vont comprendre. On en revient à cette logique agent IA, qui vont nous répondre, etc., etc. Et ça va être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Ensuite, voilà, bon bah Ethereum Pectra qui devrait arriver, je l'espère, premier trimestre 2025. Peut-être un peu plus tard sinon. Donc, augmentation de l'espace pour les blogs. Pour les blobs, il nous parle de 2 fois plus d'espace pour les blobs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu vas sur L2Bit, tu vas dans Activité et que tu vois que tu as ta base et puis tu as le reste dans le rétroviseur. En fait, ce qui se passe, c'est que base prend la majeure partie de l'espace des blobs parce qu'il y a la demande en face. Et on va pouvoir doubler cet espace. Donc, doubler le nombre de transactions par seconde. C'est toujours ça de prix pour l'écosystème Ethereum. Et donc, ça devrait se répercuter plutôt positivement sur les frais. Mise à jour qui est ultra attendue. Solana a son Fire Dancer, Ethereum a son Pectra, et pour les blobs et les Layer 2, ça va être très très cool. Ensuite, je me fais engueuler dans le chat là, un peu. parce que je présente de l'alpha. Ah bah franchement, vous abusez. Si je le présente pas, non, il faut présenter l'alpha. Je pense que le peuple demande de l'alpha. Mais encore une fois, voilà. Quand vous investissez dans des projets type ICO et que vous avez vos jetons qui sont bloqués, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre. Donc, ne vous amusez pas à... comment dire ? Bon, vous connaissez la première règle. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, évidemment. Mais malgré ça, on sait très bien que quand on commence à avoir assez d'argent sur les marchés, si on perd de l'argent, ça nous fait mal. Ça nous fait mal psychologiquement, ça nous fait mal. Ce qui est important de relever. Moi, je considère que c'est bien d'avoir un petit pourcentage de son capital dans des ICO, des trucs comme ça, pour s'y essayer déjà, pour comprendre. Parce que généralement, si vous n'avez pas investi dans un truc pourri, ça se passe plutôt bien. Après, c'est toujours difficile de savoir si tu es dans un truc pourri, parce qu'on est sur un marché qui évolue tellement vite que tu peux tomber sur un truc extrêmement innovant à l'instant T. Je prends un exemple, Monad par exemple, et puis tu as un truc qui sort dans 2 ans qui est tellement plus puissant que quand ton truc il sort et que tu peux vendre, il est déjà obsolète. Et le plus gros problème, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, Solayer, dans le cas spécifique de Solayer par rapport à ma connaissance technique du marché, ça risque d'être un énorme banger. Mega-ETH qui était dispo sur Echo risque d'avoir du buzz parce que c'est un peu le chouchou de l'écosystème EVM. Sous-Network que je vous ai présenté juste avant, je suis très curieux parce que ça a l'air d'être bien backé par l'écosystème Solana. Donc chacun a son petit buzz. Après, encore une fois, tu peux te faire avoir très vite. Tu as le truc qui peut sortir et qui peut faire bad buzz ou qui a pas d'écosystème, etc. Et ça part à la cave. Et c'est pour ça que c'est risqué. Faut prendre en considération que c'est pas de la free money. Vous prenez un risque. À partir du moment où vous avez compris ça, c'est OK. Voilà. Fin de parenthèse sur ça. Maintenant, un petit peu plus d'infos sur Fuel. Là, c'est pareil, tu vois. Fuel, justement, ils avaient fait une levée de fonds sur Légion. Eux, je crois que c'était à 200 millions de FDV. Contrairement à beaucoup d'autres, moins de buzz, mais les gens sont quand même en positif. Je crois on est à 500 millions de FDV. Ah, on est redescendu. On est redescendu à 400. Donc Fuel qui est un layer d'exécution, c'est-à-dire c'est une machine virtuelle différente de celle d'Ethereum, de Solana, de Suaptos, etc. Ils ont fait leur propre machine virtuelle adaptée à la parallélisation des opérations. Et donc, ils nous annoncent que si vous lancez un roll-up Fuel Ethereum en postant sur la DA d'Ethereum, donc dans les blobs, vous pouvez taper 600 transactions par seconde max actuellement, probablement 1200 avec la prochaine mise à jour, et jusqu'à 5000 quand il y aura, je pense d'ici 1 an et demi, 2 ans, plus d'espace pour les blobs. Et si vous lancez un roll-up Fuel en postant sur un alt DA comme Eigen DA, Celestia ou autre, on peut monter jusqu'à 150 000 transactions par seconde parce que justement, c'est un layer d'exécution extrêmement puissant et que, en fait, en soi, Fuel est capable sur le papier de faire du 150 000 transactions par seconde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'espace de blob sur Ethereum pour pouvoir le faire. On n'a pas encore vu Mega-ETH, on a vu vite fait Movement. Fuel va être intéressant à surveiller parce que ça a l'air d'être des bons développeurs. Malheureusement, cependant, comme c'est une machine virtuelle à part avec un langage de programmation à part,
bah, les gens doivent apprendre ce langage, créer une application dessus et profiter de cette puissance de 150 000 transactions par seconde. Et pour le moment, j'entends pas trop parler de Fuel d'un point de vue écosystème. Je sais pas toi, Aigri, mais bon. C'est pas trop ça, hein. Que ce soit communautaire, applicatif et tout ça, c'est pas au niveau de la tech, hein, c'est très bien, bah, tu montres la TVL, c'est une bonne illustration aussi. En termes d'application et en termes de communauté, ils ont beaucoup de mal. Sur la tech, c'est super, par contre, le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, s'ils ont une chose à bosser, c'est plutôt là-dessus. Ouais, bah c'est un peu la même problématique que Starknet en fait, hein, voilà. Sauf qu'ils sont sortis un peu après le buzz des Layer 2 et que du coup, il y a que les vrais OG et les farmers d'airdrop qui sont dessus. Mais je vais quand même surveiller parce qu'ils ont fait du très très bon boulot. C'est un beau layer d'exécution et je leur souhaite vraiment que ça se passe bien, honnêtement. Ouais, en termes d'infra pure, il y a rien à dire. Franchement, c'est pour l'avoir, quand même étudié un petit peu, c'est vraiment sympa. C'est juste, ouais, le côté où ils sont arrivés, bah, un peu en retard par rapport à ce qui se fait à côté et toutes les applications ont déjà un peu choisi, leur cheval. Tout à fait. Ensuite, au niveau de la roadmap Starknet, parce que ben voilà, on est en 2025, hein, donc ça avance. On devrait avoir normalement pour février 2025 la Stateful Compression qui devrait améliorer les perfs, mais surtout Kero Native qui devrait être très 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 sympa, qui devrait, je pense, doubler voire tripler les performances du réseau. J'ai vu un petit tweet de Federico que j'ai pas totalement compris, mais qui nous explique qu'ils ont réussi à appliquer des grosses optimisations sur Kero Native. Ça peut être sympa. Alors, je vous explique. En gros, aujourd'hui, Starknet ne gère pas le VM, donc c'est difficile pour les développeurs habitués à l'écosystème Ethereum de déployer des applications sur Starknet. Ils devaient initialement nous dégainer fin 2024 le VM, après ça s'est un petit peu retardé, et puis ils nous ont finalement fait un communiqué pour nous dire ouais bon ça arrivera pas tout de suite. Pourquoi en réalité? Tout simplement parce que si Kakarot sortait actuellement en l'état, ça taperait entre 1 et 10 transactions par seconde. Donc les gens testeraient, ils diraient oh là c'est nul, c'est lent, alors que Starknet nous ont dit que c'était ultra performant et tout. Tout le monde se foutrait de leur gueule, bad buzz, fin de l'histoire. Donc pour éviter ça, Kakarot fait sa petite vie de son côté, va essayer de bosser avec plein de layers 2 EVM, donc très probablement du Optimism, peut-être du Base, du Arbitrum, etc., etc., pour pouvoir continuer de faire évoluer sa stack technique. Dans le même temps, il y a de nombreuses optimisations qui vont être faites au niveau de la stack Starknet et aussi au niveau de Kakarot. Le but étant, je pense, je suis pas dans leur tête, mais je vous dis juste la logique des choses, de sorte à ce que Kakarot soit capable de taper quelques dizaines, voire centaines de transactions par seconde. Sur les benchmarks, sur les dunes, sur les, tu sais, tous les sites internet où tu peux voir les transactions par seconde en temps réel, que quand les gens voient Starknet, ils voient que Starknet est capable de taper des centaines, voire des milliers de transactions par seconde. Parce que sinon, bah, c'est la honte, voilà, qu'on se le dise. Les gens sont attachés à ce genre de métriques et du coup, c'est bad buzz. Donc, ça pourrait commencer à avancer à partir de février avec Kero Native sur Starknet et puis je m'attends courant 2025 à ce que le VM arrive sur Starknet. Donc, si le VM arrive, on va avoir plein d'applications qui vont pouvoir se redéployer sur Starknet. Et puis, ça va aussi faciliter l'interopérabilité avec de nombreux bridges qu'on connaît bien. Donc, ça va permettre de faire venir des nouveaux users. Ça va permettre de faire venir plein de jetons EVM et peut-être d'autres jetons aussi avec certains types d'intégration. Donc, ils en ont besoin et j'ai même envie de dire, il faut qu'ils se minent le cul parce que là, ils n'ont pas du tout le vent en poupe, hein, Starknet. Hein. C'est comme Fuel. J'adore la tech. On a une proximité avec eux, mais là, il y a un timing market qui est hyper important. J'ai eu l'occasion d'en discuter, je crois que c'était avec Kirill. S'ils se minent pas le cul, bah, le marché va leur glisser sous le nez et puis les gens vont regarder du movement, du risque zéro, du succinct, des trucs comme ça, et ils vont même pas les calculer, et ce serait dommage. Ensuite, est-ce que tu as suivi ça, toi? Les nouveautés sur ElisaOS, c'est quelque chose que je regarde pas mal. Le compte i16z, du coup, qui est directement celui de ElisaOS. Je regarde beaucoup ce qui se fait. J'ai pas eu le temps de regarder tout en détail. J'ai vu que Hugo, qui doit être dans le chat, un développeur français, avait son plugin qui avait été accepté avec Iris. Il me semble que tu as eu un échange Ouais. avec lui en plus Ouais. sur ce qui permet en gros d'avoir une communication on-chain avec Iris, qui est une data chain basée sur Arweave, qui permet donc directement d'aller demander les données qui sont on-chain et pas juste se rattacher à des requêtes HTTPS. C'est ce que je me souviens de ce que Hugo m'a expliqué. Mais ça avance fort du côté de ElisaOS et
complètement, il faut complètement dissocier, la poussée du jeton. Je vais revenir dessus quand je vais discuter de ce qui s'est passé avec un truc autour des agents IA récemment. Ça a un petit peu alimenté un FUD, mais grosso modo, là, les retracements qu'on connaît sont des retracements qui sont, juste, liés à la surspéculation qu'on a eu récemment, plus tout qui Ouais. corrige et cetera. Mais en termes de fondamental, mon avis ne change pas sur, ELISA qui build toujours fort. Tu parles du coup de AI16Z. Ah, il est plus dans le top 100, c'est fini. Ah, il a pris son moins 50% depuis le top, comme Virtual. Ils ont des corrections qui sont un peu similaires à quelques pourcents près. Virtual a topé autour de 5 et il est à 2,60 et Elisa a top autour de 2,50, il est à un peu plus d'1 $. Donc voilà, ils ont pris pareil, une bonne correction, une belle mandale. Ils avaient bien performé et jusque-là c'est normal. Mais en termes de fondamental pur, le plugin Elisa continue de vraiment se développer, de continuer d'attirer les gens. Je crois qu'on était à plus de 350 intégrations / pull request sur GitHub. Donc en termes de Ok. communauté qui développe, ça n'a pas bougé d'un iota et ça reste très très fort. Alors GitHub, c'est Elisa Elisa OS. pull request 115 avec des petits 115 plugins à gauche à ouvertes, droite. plus il faut compter celles qui sont déjà faites. Il y a Close. 1500 au total Ouais, et 1440. ça avance fort. Ça avance fort. De toute façon, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mm. Et ce serait bien qu'on ait un petit site qui référence un peu tous les plugins, etc. Je pense qu'il y a des gens qui planchent dessus pour voir toute l'étendue du projet. Et on va pouvoir continuer là-dessus. Alors ça, c'est pour les geeks. J'ai relayé ce tweet-là. C'est pour installer un agent IA en local Elisa sur son PC Windows ou Linux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu as sur Windows la possibilité de faire ce qu'on appelle un sous-système Linux pour Windows depuis Windows 10. En gros, ça demande d'exécuter une commande WSL install, en gros, sur son Windows pour l'avoir. Il faut bien entendu avoir la virtualisation activée dans le BIOS de son PC fixe ou portable. Et ensuite, très rapidement, vous pouvez installer l'agent. Voilà, vous avez juste à suivre la vidéo. Alors, c'est très simple, hein. Il y a quelques lignes de commande à balancer. Et donc, une fois que les lignes de commande sont balancées, vous vous retrouvez du coup avec cette petite interface en local. Donc, vous voyez sur la partie haute, il y a écrit localhost 5173. Voilà, en général, quand vous faites de l'IA en local, ça va utiliser un port de votre réseau et vous allez pointer là-dessus. Et donc, du coup, vous allez pouvoir interagir avec votre agent IA. Donc, l'intérêt, c'est quoi? Eh ben, c'est de s'amuser. Déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que quand vous installez votre agent IA en local sur votre PC, ça crée aussi un fichier de configuration de personnalité. Et du coup, vous allez pouvoir modifier ce fichier de personnalité pour pouvoir adapter la personnalité à votre agent IA. Donc, vous allez pouvoir interagir avec lui, le nourrir, etc. Et quand vous êtes satisfait du résultat, bah, pourquoi pas le brancher à un compte Twitter, le brancher à, je sais pas moi, un NPC dans un jeu en ligne, etc. Donc là, c'est plutôt une période d'expérimentation. Et ça va, encore une fois, faciliter l'intégration des agents IA un petit peu partout. Donc je vous mets le tout. Ça, c'est fort. Et puis on avait eu, je sais plus si c'était cette semaine qu'on a eu Nvidia qui a aussi annoncé ses machines dédiées, ou c'était la semaine dernière, je sais plus si Qui ça, ma Abstract mémoire me fait. Non, Nvidia Pardon qui avait annoncé Oui. ces espèces de mini Oui, PC. c'était la semaine dernière, ouais. Ouais, c'était la semaine dernière, qui avait annoncé du coup ces espèces de mini PC justement exprès pour avoir son agent IA entre guillemets personnel à la maison. En tout cas, il y a plein de choses qui montrent qu'on essaie de faire en sorte que tout le monde ait son petit agent qui fasse des trucs et des machins. Et je pense vraiment qu'on est encore qu'au début. Voilà, c'est l'ordinateur miniature. J'avais plus le nom. Putain, mais ils nous mettent pas la photo. Ils cassent les couilles. C'est celui-là. Voilà. Je l'ai. Donc, bon, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, de toute façon, Nvidia est en train de bosser sur des processeurs ARM avec des partenaires. L'idée, c'est d'avoir un PC avec quasiment que du matériel Nvidia dedans. Parce que, voilà, Nvidia Digits, merci beaucoup. Parce que il va y avoir de plus en plus d'IA qui va être exécutée en local. C'est pour ça que ça va être intéressant de surveiller aussi les technologies Web3 et non Web3 qui permettent en fait de sécuriser les données pour pas tout faire en local. Mais voilà, si tu veux la performance, ça se fait en local. Donc, les gens qui aiment bien faire de l'IA et qui ont tendance à se balader, etc., ils n'ont pas envie d'avoir un énorme PC fixe. D'où l'intérêt d'avoir un PC avec un processeur ARM parce que voilà, c'est des processeurs qui chauffent pas, qui consomment peu. Comme ils chauffent pas, t'as pas besoin de mettre un gros système de refroidissement autour. Donc forcément, ça te fait économiser un max de place sur ta machine. Et c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir tout simplement. Drama usual. Drama usual. Oh, c'est français. Bon, je vais rester modéré. En plus, Picsou, il est pas là. On va pas dire de bêtises. Drama usual compliqué. Pour faire très court.
En gros, il y a un stablecoin appelé USD0 qui est indexé sur le dollar. Et il y a un deuxième produit qui s'appelle l'USD0++, qui n'est pas un stablecoin, qui est un produit un peu compliqué. En fait, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est des produits, je les comprends pas correctement. Mais pour faire très court, voilà, il y a des gens qui ont joué l'airdrop déjà il y a un petit moment, qui ont donné de leur stablecoin pour obtenir de l'USD0, qui ensuite ont stacké leur USD0 pour obtenir de l'USD++ pour choper du rendement, et qui se disaient bon bah voilà, l'USD++ c'est en paire avec le dollar américain, ça vaut 1 et basta. Il en va de même pour les gens qui font de la DeFi, que ce soit sur Morpho, que ce soit sur Pendle, etc. Ils se disaient bon bah voilà, c'est safe, c'est peg 1 pour 1. Voilà. Et c'est important de garder en tête cette logique de 1 pour 1. Donc, il peut se passer plein de trucs dans un marché, tu vois. Moi, j'ai beau l'avoir lu pendant plusieurs jours cette semaine, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai compris, c'est que avant l'USD 0++ était fixé à $1, hardcodé à $1, et puis il y a eu une petite décision de la part d'Usual de dire bon bah maintenant le floor il sera plus à $1, il sera à 0,87 $. Donc le marché, il a directement pricé l'information. L'USD 0++ a des pegs et ça a mis dans une situation délicate les gens qui ont pris des risques sur l'USD 0++. Donc le DPEG qui est allé au point le plus bas à peu près 90 centimes, qui est actuellement autour des 0,94. Et donc il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu, ce que je comprends totalement. En fait, pourquoi ça a été mal vécu? Parce que déjà, imaginons, je sais pas, tu avais de l'USD 0++, tu te prends une perte sèche de plusieurs pourcents sans comprendre pourquoi, tu te dis what the fuck. Voilà. Mais c'est surtout tous les gens qui ont fait de la DeFi avec des espèces d'effets de levier, et c'est là où je m'excuse parce que c'est pas un sujet que je maîtrise. À chaque fois, la DeFi, je vous dis, c'est pas un sujet que je maîtrise. En fait, ils se sont retrouvés dans une situation avec de la mauvaise dette à se faire dézinguer, en fait. Se faire dézinguer par le protocole, et ils l'ont pas vu venir. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand tu prends ce genre de décision qui est importante, on va dire, il y a un communiqué avant, où il y a au moins un vote de gouvernance. Là, tout le monde a été surpris, même les partenaires du Usual ont été surpris de ce que j'en ai compris, comme MEV Capital. Alors après, c'est parti dans des grosses théories du complot, étant donné qu'un des cofondateurs d'Usual, Adlik Takalbatay, est aussi actionnaire de MEV Capital, donc c'est parti dans des délires, est-ce qu'il y a eu des délits d'initiés, etc. MEV Capital s'est défendu en disant qu'ils n'ont pas été mis au parfum de ce changement arbitraire de floor, voilà. Donc c'est parti dans tous les sens. Voilà, c'est parti dans tous les sens et ça casse la tête. Ça casse la tête parce que le projet Usual a été fondé par Adlit Takalbatay avec également Pierre Persson qu'on connaît bien, qui était, on va dire, le responsable crypto d'une certaine façon pour le gouvernement et pour le gouvernement Macron, du coup, qui a quitté le monde politique pour rentrer dans le privé. Que vous ayez toutes les informations en main. Moi et Picsou, on connaît personnellement Pierson, on s'entend bien avec lui. On connaît personnellement Adli, on s'entend bien avec lui. Et moi, quand j'ai vu ça personnellement, j'ai pas parlé pour Picsou, ça m'a cassé les couilles. Je me suis dit, pourquoi vous avez fait ça, les gars? Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Franchement, ça passe vraiment mal. Donc, il y a des gens qui sont très fâchés, qui veulent les attaquer. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que j'ai un petit peu mal perçu, et je vais m'arrêter sur cette parenthèse-là parce que j'aime pas parler de sujets que je maîtrise pas. Je vais juste vous donner mon ressenti perçu. C'est « Oh, mais on vous a jamais dit que c'était un stablecoin. C'est écrit que c'est pas un stablecoin. Fallait lire la doc. » Ça, franchement, ça passe pas. Ça passe pas du tout, tu vois. Fallait lire la doc. Quand il était question de prendre 1,5 milliard de TVL sur le projet, ça posait pas de souci que les gens lisent pas la doc. Mais bon, l'après-coup, c'est que ça passe vraiment pas. Et je vais m'arrêter là-dessus. Donc, j'ai essayé d'être vraiment modéré. Moi, personnellement, je trouve que ça se fait pas. J'ai bien entendu pas toute la maîtrise du sujet et que si j'étais un roi de la DeFi, peut-être que je l'aurais vu venir. Mais tu vois, c'est un petit peu comme le sujet Luna. C'est-à-dire que, tu vois, Luna, t'avais des gens qui disaient que ça allait mal finir. T'avais beaucoup de gens qui ont sizé dessus. Et puis, une fois que ça s'est très mal passé, tout le monde est venu sur Internet. Ah ben, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Ah bah c'est sûr qu'après coup, c'est facile d'ouvrir sa gueule. Ah là, c'est sûr que c'est facile. Mais j'ai vu, je pense, personne voir le coup venir. Et maintenant que c'est arrivé, des grands traits de Twitter, ah bah c'était sûr que ça allait arriver. Donc voilà, il faut doser aussi. Nous, on a déjà parlé positivement d'Usual plusieurs fois, dans des lives, etc. Parce qu'on était contents de se dire, bon bah voilà, il y a Morpho d'un côté qui a un projet français, ça relève un petit peu le niveau. Bah là, on se retrouve encore une fois avec la prophétie autoréalisatrice, projet français égale grosse douille. Et moi, ça me casse les couilles. Je vous le dis, ça me casse les couilles que, vu de l'extérieur, dans le monde entier, on passe pour des putains de clowns. Et nous-mêmes, en tant que médias, en tant que créateurs de contenu,
bah on passe pour des enculés. Voilà, on passe pour des enculés. Donc moi, ça m'énerve et je souhaite à Adli et Pierre Persson qu'ils fassent une bonne communication. De ce que j'en ai compris, Adli sera là à CryptoXR, donc il aura l'occasion de se justifier, je pense, et j'ai pas envie de me fâcher, surtout que j'étais pas in dans le projet, mais j'aurais été in dans le projet, je pense que je l'aurais eu vraiment, vraiment mauvaise. Voilà, fin de parenthèse sur ça. J'enchaîne sur les actus. Ensuite, Backpack rachète FTX EU et s'implante en Europe avec une licence de produits dérivés. Donc, pour faire très court, parce que là aussi c'est compliqué. Vous savez, FTX avait des filiales un petit peu partout, dont FTX Europe. De ce que j'ai compris d'ailleurs pour les clients FTX, ceux qui ont créé depuis l'Europe un compte avant une certaine date, ils sont rattachés à une filiale. Ceux qui ont créé un compte après une certaine date sont rattachés à la filiale FTX de EU. Et du coup, Backpack, qui a été fondé par un ancien employé de FTX, qui s'est fait rug la gueule par FTX, a racheté FTX EU, je crois, pour 20 millions. Le but étant d'avoir du coup une structure technique, parce que le sous-jacent technologique de FTX était plutôt bon. Et l'idée, c'est de pouvoir lancer rapidement une activité en Europe avec la possibilité d'avoir des produits dérivés, peut-être potentiellement des effets de levier, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas Backpack, c'est un wallet qui est tip top. Franchement, sur PC, sur mobile, il est tip top. Peut-être même mieux que Phantom encore. Ils ont aussi du coup un exchange. Et l'idée, c'est d'avoir un produit all-in-one avec wallet, exchange, etc. Comme c'était le cas avec FTX à l'époque. Parce que FTX, ils avaient sorti l'exchange. Ensuite, ils avaient racheté, je crois que ça s'appelait Blockfolio. Ils ont renommé ça FTX Pro. Et du coup, voilà, tu as une petite intégration entre wallet et exchange. Et ça peut bien rendre. La suite, le 11 minutes au Stardust d'Hackmaker dans le chat, j'adore. Ensuite, la ville d'Auxerre devient un laboratoire pour l'adoption du Bitcoin en France grâce à CryptoXR. Pour faire court, Max, le frérot, organise pour la 3e édition un petit événement crypto, même un moyen gros événement crypto à Auxerre. Et pour pousser le vice encore plus loin, il s'est rapproché de pas mal de commerçants dans la ville d'Auxerre pour leur proposer d'intégrer le paiement en Bitcoin. Donc il semblerait qu'il y a environ 40 commerces qui vont pouvoir accepter le Bitcoin dans la ville d'Auxerre. Et de ce que j'en ai compris, pendant l'événement qui va se passer fin janvier, le CryptoXR, la ville d'Auxerre sera un petit peu au thème de Bitcoin, donc ça va être plutôt cool. Nous, on y va. Moi, j'y vais, Pixou y va, Egri y va, je crois que Victor Crypto y va, je crois que Irine y va. Donc ça va être plutôt cool. Voilà, donc si ça vous intéresse, je me permets de faire la pub parce que c'est les copains, honnêtement. Je trouve que c'est faire. Et Max qui est un GOAT, hein, qui envoie, qui veut vraiment régaler tout le monde. Il a fait gagner plein de places. Il assure le coup et c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Si jamais vous n'êtes pas loin, que vous avez le temps et que vous avez les moyens d'acheter votre petit ticket, qui en plus de ça est pas spécialement cher pour les 2 jours, ça peut être un événement vraiment cool. Regardez le programme, il y a vraiment plein de gens sympas. Il y aura des tables rondes, il y aura des stands, il y aura plein de trucs cool. Donc si jamais si vous n'êtes pas loin et que vous avez un moment, regardez, ça peut valoir le détour. Excusez-moi, le site a vraiment du mal à charger. J'aurais aimé vous présenter un peu mieux le truc. Mais en tout cas, voilà, on y sera. Ce sera l'occasion de bien rigoler et puis de boire quelques canons aussi entre copains. Et merci Maxime pour ça. Voilà, merci Maxime parce qu'il donne beaucoup de sa personne. Je pense pas que ce soit un événement très lucratif pour lui. C'est vraiment l'occasion juste de kiffer en fait. Et c'est juste pour ça que je lui dis big merci. Voilà. D'ailleurs, il y aura probablement des attractions. Franchement, c'est un tueur. Bon, écoutez, j'ai noté pas mal de choses, mais j'ai bien envie de te donner la main. Ça fait 1 heure de monologue de mon côté, Aigri. Je sais pas si t'es ready, sinon je peux meubler quelques minutes. Je peux faire quelque chose. J'ai pas mal de petits trucs en stock. On commence. Qu'est-ce qui te chauffe? Qu'est-ce que le chat voudrait voir en premier? Est-ce qu'on parle de la giga fraude autour des agents IA, d'un projet qui s'est lancé, qui a fait n'importe quoi? Est-ce que vous voulez parler d'Abstract en premier? Par quoi on commence? Moi, je reprends les messages là. Ouais, je suis à peu près sûr qu'on va vouloir parler d'AICC, Accelerant. Ouais. Je peux commencer par ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus croustillant, c'est ce qu'il y a de plus frais. La cabale, la fraude. Ouais, on va discuter de tout ça. On va essayer de se faire un petit récap de ce qui s'est passé. Hop, je vais pouvoir partager mon écran. Ouais, je le mets. C'est bon. Impeccable. C'est bon. Alors, j'ai mes petites notes de ce côté-là. Donc, les agents IA, vous savez que c'est ce qui a le plus de momentum en ce moment, que c'est ce qui a de plus suivi, c'est ce que les gens avaient en tête le plus régulièrement. Et on a eu donc un projet qui a été créé par
3 personnes qui sont grosso modo des têtes pensantes du mouvement Agent IA, en tout cas qui ont été au cœur de la hype et qui sont ceux qui avancent le plus et qui essayent de faire découvrir le plus de choses dans ce sens-là. Donc on a eJazz, CryptoPunk7213 sur Twitter, qui fait notamment des émissions sur Bankless. On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Donc il y avait lui, il y a Ropirito, qui est encore quelqu'un qui a développé plein de choses autour des agents IA, quelqu'un de fondamentalement bon dans cet écosystème. Et enfin, quelqu'un que je connais un peu moins, qui est Marcus 9X, qui a énormément avancé dans plein de sujets, etc. Ils se sont associés pour créer iAccelerate. iAccelerate, c'est quoi? C'est une DAO qui est censée avancer dans le développement des agents IA, investir dans des agents IA, faire en sorte que l'écosystème Web3 agents IA avance plus vite, plus fort, avec plein d'outils. Donc, il y avait une levée de fonds pour justement commencer la sale, enfin en tout cas que le projet commence avec des premiers fonds, qui se passaient sur un site où on peut avoir des DAO qui se créent, voilà, qui c'est un genre de pump down fund des DAO où des gens peuvent se regrouper, donner des fonds, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que cette sale, elle était whitelist. Donc, c'est-à-dire que si vous vouliez in pour avoir une allocation, il fallait que quelqu'un vous donne un référal pour pouvoir mettre 0,5, 1 sol, 5 sols, etc., etc. Sauf que ce qui s'est passé, et pour ça, on a le superbe dashboard qui a été fait par quelqu'un qui a été ultra réactif, que je ne connais pas outre mesure à part pour ce dashboard qui s'appelle 0x Ultra, qui a fait en fait un dashboard où on voit les gens qui ont pu participer. Et ce qui s'est passé, vu que c'était du référal et que grosso modo, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu que des influx qui ont pu rentrer. On a fait croquer les copains, puis les copains des copains, puis les copains des copains des copains des copains. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec du coup les 3 fondateurs, les amis, etc. Et quand vous prenez la liste des gens, il n'y a pas un seul mec en dessous des 10K abonnés. C'est que des influenceurs, des KOL, et des gens qui font du travail très bon. Ou c'est même pas une question de ça, c'est juste des influenceurs. Ce qui du coup a fait monter une énorme mayonnaise. Parce que, évidemment, tous les influenceurs ont commencé à en parler, tout le monde était en train de retweeter, dire machin, et je vois Ozymandias qui dit Bankless, on va y revenir. Et du coup, tous les influenceurs ont commencé à faire monter des sauces et à dire ok, ça c'est intéressant, et c'était un peu le projet qui devait unir et unifier tous les gens autour d'une même idée, vu que c'était porté par, grosso modo, tous les gens qui parlent d'agent IA. Donc toute la communauté était ultra enthousiaste à l'idée d'acheter, à l'idée d'envoyer le truc. Ils ont levé 550 sols pour 100 000 $ à une valorisation dérisoire. Et quand je dis dérisoire, c'est que le truc a fait 1600 fois 1600 en lancement. Ils ont ouvert la sale au public, tout le monde s'est jeté sur le token, ce qui fait qu'il y a eu des bougies des enfers et le truc est directement monté à plus de 250 millions, même beaucoup plus. Si on regarde les mèches, c'est monté beaucoup plus haut. Si des screeners veulent bien s'ouvrir, on va regarder ça, mais donc faites attention avec ce token, je dis absolument pas d'en acheter, vous faites vos diligences de ce côté-là. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que le token a fait littéralement de 1 million à 280 millions, bref. Le truc a explosé parce qu'il y a énormément de gens qui en voulaient et beaucoup de communautés qui du coup se sont retrouvées à acheter un token à 275 millions. Et les gens qui ont pu participer à la sale whitelisté, donc tous les influenceurs, étaient en x 1600. Petite journée pour ces gens-là. Franchement, on se lève un samedi, on fait x 1600, c'est compliqué. Vraiment, j'aimerais pas être ces gens-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que forcément, ce genre de sale whitelisté là, c'est une sale qui n'est pas du tout, il n'y a pas de vesting. La plateforme ne fait pas de vesting. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés en x 1600, qui ont commit, on voit ici, qui ont commit 5 sols et qui ont pu cash out énormément. Si vous voulez regarder les plus gros gains, vous pouvez aller sur le dashboard, vous mettez balance edge moins 100%. Donc ça, c'est soit les gens qui ont tout transféré vers des autres wallets, des cold wallets, d'autres wallets pour donner à des amis, machin, des trucs. Le dashboard est vraiment ultra complet et il fait plein de choses, mais on peut voir les gens qui ont commit, par exemple, un sol, vendu la totalité, 265 000 $ en pure légende, 200 $, tout 260 000. Bref, une bonne année pour ces gars-là. Mais c'est pas terminé, parce que déjà, rien que l'idée même de faire une sale
qui est whitelisté avec des influenceurs qui rentrent à des valorisations qui sont dérisoires, envoyer ça au public et machin. Déjà, rien que le move, moi, ça m'a rendu zinzin. Juste l'idée même de ce qui a été fait, ça me rend zinzin, mais c'est pas terminé. Parce que on a regardé, enfin, du coup, les gens qui ont regardé ce dashboard et qui l'ont créé ont remarqué des trucs qui étaient un peu suspects. Notamment, notamment des faux comptes. Alors attendez, mince. Tac. Ouais. Il y a eu des faux comptes, des comptes Twitter qui étaient créés en janvier 2025 sans PP, sans abonnés. Et du coup, les gens étaient en mode bah, bravo, vous avez mis genre un sol, vous avez gagné 1 million, Base Capital, qui était dans la selle. Si vous cherchez sur le dashboard, en fait, tout ça c'est public. Hein. Base Capital, vous allez. Tout à l'heure, par exemple, Miss 8 Capi 12248, là. Vous allez sur le compte Twitter supprimé, j'ai regardé tout à l'heure, voilà. Donc ça, c'est formidable. C'est des gens qui ont vendu Miss 8 Capital, là, qui ont vendu un sol. Ça a été transféré, on ne sait pas où est l'argent. Et ça, donc déjà, il y avait les faux comptes. Déjà, c'est bien joué. Bravo à ça. On a eu tous les mecs qui ont dump. Bah évidemment, en x 1600, qui ne dump pas et qui prend pas ses 260 000 $, encore une fois, vraiment une petite journée. Il y a eu par exemple Insider Judas qui a reçu des tokens. Alors je sais pas s'il a commit, bah voilà, il a commit ses 0,5 sol, il a reçu son petit pactole, il a dump instantanément. Le token était live, il a vendu direct. Voilà, en pure légende, encore une fois. Et même des influenceurs qui sont au demeurant respectables, des gens par exemple de chez Bankless. Bankless qui est moi personnellement un média que j'apprécie beaucoup et qui font un média américain qui fait du très bon travail, s'est retrouvé mêlé à ça, parce que du coup, Bankless fait des émissions avec un des fondateurs, notamment Ijaz. Donc du coup, il y a eu une espèce de conflit d'intérêts où bah forcément c'était les copains, donc Ijaz a voulu faire croquer Bankless. Sauf que ce qui s'est passé, et là je mets un thread de Andy, etc., mais il a montré que Bankless avait vendu Day One, un média qui a quand même une influence énorme. On parle de Trustless State qui a 230 000 abonnés et son associé qui en a autant. Enfin, dites-vous, c'est les Capettes et les Picsou américains en termes d'influence et d'abonnés, et ces gars-là ont vendu. Et donc du coup, il y a Andy qui a marqué, bah les gars, vous déconnez, enfin voilà, 250 000 abonnés pour Ryan, et c'est marqué, les gars, vous êtes cons, on vous voit en fait, votre X est connecté au wallet qui a vendu, on vous voit, c'est pas malin. Et du coup, il y a David Hoffman, un des gars de Bankless, qui a dit, et franchement, la réponse, mais moi, me laisse sans voix, il a dit c'était une erreur impulsive. Et ils ont buyback les tokens qu'ils ont vendus à, je sais pas, 260 millions, ils les ont rachetés plus bas. Ils les ont rachetés genre à 160 millions, etc. Donc, même en disant qu'ils avaient racheté les tokens, en fait, ils ont fait un profit. Et le fait de dire que c'était une erreur impulsive, enfin... C'est compliqué comme situation. Hein. En fait, le problème, t'as tout, enfin, je sais pas à quel point t'as suivi, mais est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient que très peu à avoir pu in? Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient à tel valo, etc., etc. Parce que imagine-toi, tu bosses avec nous par exemple. On te fait rentrer dans un truc et tu te retrouves, peu importe la somme que t'as misée en fait, tu te retrouves avec la possibilité de cash out quasiment 2 millions. Je peux comprendre que tu fasses une erreur impulsive. Je te dis sincèrement. Non, mais vrai, je veux bien. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien comprendre, mais après ces gars-là, c'est quand même un venture, tu vois. C'est pas la première fois qu'ils rentrent dans des sales, c'est une institution, ils sont rentrés dans d'autres projets, etc. Et le coup de dire que c'était la terminologie impulsive mistake, moi, me rend zinzin. Enfin, forcément, oui, je veux bien comprendre que les gens, ils ont mis, par exemple, je sais pas, ils ont mis $200, ils se sont retrouvés avec un demi-million. Oui. Forcément, t'as envie de cash out. Surtout que bah techniquement rien ne leur empêche vu qu'il n'y a pas de vesting. Et ça, on va y revenir. On peut en discuter. C'est la faute de la plateforme et il n'y a pas eu que du mauvais. Mais par exemple, même des gars qui sont extrêmement respectables se sont retrouvés mêlés à ça. Et tout mon samedi s'est retrouvé à manger des chips en regardant ce drama qui était absolument légendaire parce que tous les gens qui ont été du coup dans le dashboard que je vous ai montré, en fait ils se sont tous fait ping en mode pourquoi t'as dump sur la commu à un truc où t'es en x 1600, juste c'est ignoble, c'est abject. Et il y a plein d'influenceurs d'autres influenceurs qui n'étaient pas dans ce coup-là, qui ont montré que c'était unfair de fou, ce qui est totalement logique aussi. Mais dans tout ce grand bordel, je veux quand même noter qu'il y a des gens qui ont fait des choses bien. Là, je prends un tweet d'un gars chez Story Protocol. Un gars chez Story Protocol qui était dans la sale et qui a dit ça, ces gains-là sont pas fair. Je vais
alors je me souviens plus exactement, mais il a dit qu'il allait utiliser les fonds pour avancer sur des projets, distribuer à la communauté et cetera. Enfin faire en sorte d'avancer, positivement et ensuite on a eu, bah, du coup les founders qui ont, alors là je prends la communication officielle d'Accelerate, qui ont dit: «Oui, bah, du coup on va voir pour ajouter des vestings, on va discuter avec les Ouais, mais advisors, c'est donc tous les voilà, gens et cetera» tout le et sujet est là, en fait. et moi j'ai trouvé ça lunaire de bout en bout. C'est à quel point Ah ils mais sont tout est 205 lunaire. ils sont 250, à être rentrés sur la sale, 250 influenceurs. Ils savent très bien ce que ça va donner, 250 influenceurs qui chillent un même projet et tout le tintouin et les mecs se disent après coup: «Ah mince, on a peut-être fait une connerie, on va voir ce qu'on va faire pour améliorer la situation et vas-y que je te communique qu'on va utiliser 100 des fonds pour aller, pour améliorer les DAO et améliorer les investissements vers l'IA et cetera, et vas-y que Ijaz, il a aussi dit» Gestion et de qui est crise, hein. et Mmh. full gestion de crise, et Ijaz qui est quelqu'un qui est extrêmement intéressant, qui a dit: «Oui, bah, voilà, bah, j'ai passé, je me sens extrêmement mal», alors attendez, voilà. Je me sens extrêmement mal, j'ai commencé avec 3 000 abonnés il y a 3 mois, machin et tout ça, je voulais pas faire ça, bref. Mais je le comprends totalement. Mais tu vois, je le comprends totalement. Je me fais l'avocat du diable. Côté influx, pas côté projet. Déjà, le projet, les mecs se sont dit, on va. Parce que là, de ce que je comprends, hein, j'ai pas suivi du tout, je m'attendais à ce que tu nous l'expliques bien, donc c'est parfait. De ce que je comprends, t'as le supply total de jetons qui est réparti entre 246 personnes. Ouais, bah, en tout cas de ce qui était libéré, ouais. À quel moment tu te dis que c'est bien, déjà, au-delà du prix? C'est encore une fois, hein, c'est lunaire. Bah, voilà, par exemple, Bubble Map, j'avais vu passer typical, Presale pattern, où on avait, Cluster qui hold 97 de la supply. On a des choses qui sont bloquées. J'ai pas regardé en détail la supply, comment elle était répartie et tout ça, mais grosso modo, ce qui était libéré, c'était, bah, ce qu'il y avait pour les influx, grosso modo. Et en fait, les mecs qui ont pensé ça, donc CryptoPunk, Ropirito, et Marcus, les mecs ont lancé ça, ils se sont dit et il y a pas un seul moment où les mecs se sont dit: «Mais attends, mais va y avoir un problème. On lance ça à une valorisation qui est dérisoire». Encore une fois, je crois que c'est la valorisation, À c'est en 100K? dessous c'est en dessous du ouais, bah, 100K, oui, bah, je suis con. Ils ont Donc c'est un lancé ça à une cadeau, c'est comme valorisation si tu donnais les jetons, en fait. ouais, c'est ça, c'est 100K et vas-y, mets 0,5 sol, 5 sol, machin et forcément ça va à 100 millions. C'est le projet qui était le plus attendu par la communauté, où les gens franchement les gens s'ils étaient en face à face, ils se seraient battus pour entrer sur ce projet, tu vois? Parce que c'est Mmh. vraiment le conglomérat de gens intéressants autour des agents IA et il y a personne qui s'est dit même dans les 3 fondateurs ou même autour des potes machin, il y en a pas un qui s'est dit que c'était une mauvaise idée Ouais. et Mais moi, c'est le vrai c'est sujet, ouf. parce que moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont investi se sont dit, je pense, hein, je me trompe peut-être, mais à mon avis, ils se sont dit, je suis un gars parmi des milliers, des dizaines de milliers d'investisseurs. Bon, bah voilà, j'ai mes jetons, ils sont à moi, j'ai le droit de vendre. Ce qui est logique, tu vois. Mmh. Et Oui, c'est seulement après coup qu'ils ont vu qu'en fait, il y avait que les influx qui avaient du supply. Mais c'est ça, je ne c'est comprends pas comment on en arrive là. Moi, c'est juste ça, je mais ne en comprends fait, pas comment on en c'est arrive là. le problème, c'est que la selle, elle était whitelist, que pour être whitelist, bah, grosso modo, fallait être copain avec des influx, parce que les influx étaient copains avec les gars qui ont créé et de fil en aiguille, machin et du coup, bah, forcément, en fait, tout le monde s'est retrouvé à en parler et il y avait une giga hype qui s'est créée et forcément qu'à 100K de valorisation, ce truc-là, il allait exploser parce que c'était le truc attendu et il y a pas enfin et forcément et encore une fois, je crache même pas sur les gens qui ont vendu parce que Moi forcément non plus. les mecs sont libérés. Bah, Non, vends, qu'est-ce que mais c'est surtout, c'est mec, personne leur empêche. dans les 239 KOL, je peux te jurer que t'en as les trois quarts qui ne sont pas millionnaires. C'est-à-dire que là, en face de toi, t'as de l'argent qui change ta vie. C'est ça que je veux bien que le chat comprenne. T'as l'argent qui change ta vie. Je peux te jurer qu'à cet instant, tu réfléchis pas spécialement à ton image, à machin. Parce que t'as des gens qui vont braquer des banques pour 20 000 balles, hein, ou qui tuent des gens pour 20 000 balles. Hein. Là, on parle de 1,5 million, 2 millions. Donc, moi, je me fais l'avocat du diable sur les KOL. Je pense vraiment, le projet a fait nimp. Le projet a fait nimp, c'est tout. Mais qu'on soit d'accord, moi je crache absolument pas sur ces gens-là. C'est juste l'exemple enfin, c'est la bêtise humaine à son paroxysme. Enfin, c'est ce qu'il y a d'extraction de valeur en crypto. On dit souvent: «Machin, on extrait de la valeur, on va essayer d'essorer les gens, machin et cetera». C'en est une représentation visuelle. C'est Totalement. vous vous battez
Et là, je parle aux gens parce que moi, typiquement, je suis personne. Je suis plus comme les gens du chat que des gens, comme ces gens-là qui ont des relations de zinzin. Vous vous battez contre ça et il y a rien de faire. Vous vous battez contre des gens qui ont les insights, qui ont, les connexions, qui ont, les projets pas chers et tout le tintouin et tout ça. Faites attention faites vraiment attention pour le coup à ce que vous achetez, comment vous l'achetez, à quel moment. Parce que, aujourd'hui, bah, le gain minimal, c'était, vous mettiez 100 balles, vous ressortiez avec 150 000. Ouais, c'est un Ça, c'est cadeau. le gain minimal, grosso modo, de ce qui s'est passé. Donc, Mmh. en tant Mmh. que pu et en fait, c'est quelle image est-ce qu'on renvoie de la crypto? C'est moi, j'adore la crypto, j'en ai Je suis pas d'accord. j'en fais pas j'en aurais pas fait mon travail si j'aimais pas ça, mais moi, j'ai passé mon week-end à vouloir insulter des gens. Parce que entre les projets qui font n'importe quoi, les influx qui font n'importe quoi, les médias qui font n'importe quoi et les influenceurs de manière générale qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, moi, j'avais qu'une envie, de demander aux gens à qui j'ai parlé ce week-end en DM, j'avais qu'une envie, c'était insulter des gens et je suis sorti, je suis allé prendre l'air parce que sinon j'aurais implosé dans mes brouillons sur Twitter, il y avait des dingueries, j'avais envie d'insulter des gens, c'est inadmissible enfin qu'il y ait aucune répercussion et que ça se passe et voilà, et on dit rien. Et puis voilà, et puis c'est la crypto et Je suis bienvenue. d'accord. Je suis C'est d'accord. fou, c'est incroyable. C'est insupportable. C'est insupportable parce que, bah, en fait, c'est une image constante qui fait que nous, comme on est dedans, ben, nous, on va dire que c'est pas qu'on fait abstraction, mais en fait, on le voit quotidiennement, on se dit, bon, nous, on va de l'avant, on n'est pas comme ça. Mais on le voit constamment, en fait. Comment tu veux faire une promotion de ce marché à des gens autour de toi quand tu vois que des trucs comme ça? Tu vois, c'est horrible, c'est horrible. Surtout que après, ça dépend des gens. Moi, je suis de l'école, je suis là dans 10 ans, je suis là dans 20 ans. J'ai aucun intérêt à faire des saloperies. Je veux que les gens aient une bonne image de moi. J'ai envie d'avoir une bonne image aux yeux des gens. C'est important. Pas que parce que j'ai envie d'être bien vu, c'est que j'ai envie de bien dormir la nuit. J'ai été éduqué comme ça, tu vois. C'est abject, mais tu vois, au final, c'est pas qu'une question de projet français. C'est partout, c'est tout le temps. Sauf que cette fois, on les a pris la main dans le sac. Évidemment que c'est arrivé sur les collections NFT, sur des shitcoins, sur des délits d'initiés, constamment. C'est constant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et c'est là où tu te dis, putain, et si finalement Gary Gensler n'avait pas raison? Presque. Mais des fois, c'est vraiment ce qu'on et je vois les gens qui disent: «Est-ce que ça explique le DOM sur les agents IA?» Ça peut en partie, dire ça. J'ai vu un tweet passer qui disait: «Oui, les agents IA ont perdu 2 milliards depuis ça». Peut-être que c'est lié, mais dites-vous que dedans, il y a par exemple Shou, qui est le fondateur d'i16z, qui est la référence de l'open source de l'agent IA. Et ben, ce gars-là, il était dedans et il a vendu et il a dit: «Bah, moi, j'ai donné des fonds à ma DAO, à i16z, j'ai donné à des contributeurs sur GitHub, j'ai donné à ci, j'ai donné à ça», et les gens étaient pas contents. Et même quand on est en disant qu'on va utiliser les fonds pour développer des trucs cool, les gens râlent à juste titre. Je vous rappelle quand même que ça a été du dump sur de la communauté qui voulait juste in sur un truc cool. Et c'est normal que les gens aient rafalé en place publique, surtout que là, c'est visuel, on vous voit, on sait ce que vous avez fait, les gars, on sait qui vous êtes et qui a Ouais. mis quoi au pot. C'est. Et tu vois ce qui m'énerve, je veux te dire, c'est que aujourd'hui, t'es créateur, on a des gens qui nous suivent toutes les semaines, etc. Des fois, on est investi dans des projets, des fois, on l'est pas, mais on va interviewer un tel ou un tel ou un tel. Et à un moment donné, ça nous tombe dessus. Tu vois. Là, à l'époque, tu as eu le crash de FTX, à pas grand chose. On aurait pu bosser plus fort avec FTX, on serait passé pour des giga clowns. Rien ne nous dit que cette année, ça va pas nous péter à la gueule. Et en fait, c'est horrible. Je vais pas me plaindre, hein, les gars. Attention. Je fais pas un travail pénible, je gagne bien ma vie, je vis de ma passion, c'est pas du tout le sujet, je suis pas là pour me plaindre. C'est juste pour vous dire que moi, je suis en train de flipper, de me dire, on a beau être parano, faire de la due diligence, essayer de donner de la force à des gens bien, à éviter de se mélanger avec des gens qu'on juge pas bien, on essaie de pas être méchant gratuitement sur les réseaux sociaux, mais peu importe tous les trucs que tu vas surveiller, ça peut te tomber sur la gueule. Et presque t'en arrives à un stade, en fait, il faut bosser avec le minimum de personnes possible, il faut donner le minimum de force possible, parce que sinon, automatiquement, ça va te péter dans la gueule. Rien ne nous dit que on fait un live avec un tel, il est clean de chez clean, et puis t'apprends avec de la transaction on-chain que c'est un énorme chien de la casse. Tu vois. Et c'est horrible, ça me rend fou. Mais complètement. Et pour quelqu'un qui comme moi, qui est influenceur, si on veut, et qui est là depuis pas longtemps, qui fait des vidéos, machin, moi j'ai mis au cœur de tout ce que je fais la transparence. J'essaie de l'être le plus possible. Et les gens qui me connaissent dans le chat et les gens qui me regardent sur YouTube et tout ça, que grosso modo, je fais les choses de manière clean. Et c'est ce qui permet aussi
de dire que cet écosystème, bah, c'est pas juste de la merde, et on est obligé d'en arriver là. En tant que personne avec de l'influence qui veut apprendre des trucs, etc., tu es obligé d'être transparent, parce que sinon tu te retrouves bah, dans des dramas où tu dis que tu dumps sur la communauté, tu partages de la merde, et tout ça et tout ça. C'est ouf de devoir en arriver là pour un écosystème qui prône la transparence, qui prône machin. Moi, enfin, des épisodes comme ça me fait détester la crypto plus que je l'aime. Et je trouve ça lunaire qu'on en arrive à des extrêmes pareils. Et moi, ça me désole pour les gens qui nous écoutent. Parce que les gens qui nous écoutent, ils sont quoi? Alors, ils peuvent être là pour l'argent, ils peuvent être là pour la tech, ils peuvent être là parce qu'ils adorent les streams de Coin Academy. Peu importe pourquoi ils sont là. Ces gens qui sont là, c'est parce que quelque part, ils ont une croyance aussi dans le fait que la crypto, c'est the next big thing. C'est ce qui va changer radicalement la vie de manière générale. Que ce soit Bitcoin, que ce soit les cryptos, peu importe. Et qu'on soit là pour faire de l'argent, on est tous là pour faire de l'argent. Et on se retrouve à jouer dans des environnements qui sont ultra unfair, en fait. Malveillant. C'est ça. hyper malveillant. C'est hyper malveillant. Et ça va pas en s'arrangeant parce que ça a toujours existé. Je ne suis pas du tout en train de penser que ça s'est empiré. Ça ne s'est pas empiré. C'est juste qu'avant, c'était l'anonymat total. Et qu'on n'était pas aussi bon sur les recherches on-chain. Mais par contre, on n'a rien appris. Entre parenthèses. Je dis on n'a pas évolué, tu vois. Donc, le sujet de la régulation, évidemment. Après, il faut que la régulation ait du sens, bien sûr. Mais le problème, c'est que tu remets tout en question, en fait. Là, on en est à une période où on met absolument tout en question. Parce que dans la finance traditionnelle, des projets qui font x100, x1000, il y a, tu vois. Mais généralement, c'est des gens qui potentiellement apportent un peu plus de valeur parce que, en fait, s'ils font une bêtise, ça va leur tomber sur le coin du bec, déjà, pour commencer. Donc, ça les responsabilise. Alors que là, on peut pas responsabiliser les gens. Fin de parenthèse, le Centaurus a raison. Est-ce que tu veux nous parler d'Abstract maintenant? On peut se faire une petite parenthèse un peu plus fun. Parce que pour le coup, Abstract, c'est quand même un poil plus fun. Hop, je me reprends. Je me ferme mes petits onglets. Tac, tac. Hop, je me reprends mon petit doc. En tout cas, voilà, une parenthèse qui mérite son pesant de cacahuètes. On va parler de Abstract, qui est beaucoup plus... J'affiche ton écran si tu veux. Ouais. Donc, en dehors de vouloir caler ma promo, etc., j'ai sorti une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne perso, si jamais vous voulez aller la regarder. Je détaille un peu plus ce que je vais vous présenter là, mais en fait, c'est que je trouvais que Abstract avait le défaut de ne pas être bien mis en avant, ou en tout cas compris sur l'écosystème français. Du coup, je me suis dit, tiens, on en parle un peu. Il y a le mainnet qui va se lancer là au début du mois. Qu'est-ce que Abstract veut vraiment faire? Abstract, c'est un layer 2. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'être un layer 2? C'est que grosso modo, leur mot d'ordre, c'est d'être simple à utiliser. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque chose est simple à utiliser? C'est être un layer 2. On va pas s'emmerder à avoir notre sécurité, machin, on délègue tout à Ethereum. On va se focus sur l'applicatif. Donc, à partir de là, ils ont développé des concepts qui sont intellectuellement intéressants, dans lesquels ils disent que nous, on va se focus sur le consumer crypto. Consumer crypto, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on va créer des choses qui sont dans les loisirs des gens. On va regarder autour des jeux, autour des NFT, autour de tout ce qui se fait en termes de loisirs. Pour ça, ils ont 3 phases dans lesquelles ils vont d'abord parler des choses plutôt discrétionnaires. Donc, comme je vous l'ai dit, leur approche, c'est de se dire, on va prendre les choses à l'envers. Parce que dans l'écosystème, en fait, on n'a pas d'adoption massive à cause d'un problème, c'est que les chaînes veulent être généralistes. Elles veulent tout faire en même temps, elles veulent faire de la DeFi, du DePIN, de la tokenisation, etc. etc. Mais le vrai apport, et si on veut que les gens soient onboardés vraiment sur les blockchains, c'est de faire des choses que les gens aiment et que les gens apprécient. Donc on fait quoi? Des loisirs. Donc c'est leur stratégie. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Ça, c'est pas moi qui le décide. Là, c'est juste leur stratégie. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire qu'on va focus sur le gaming, les plateformes sociales, le trading, le casino et les digital collectibles, grosso modo des NFT. On va faire de la culture sur Abstract. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens soient onboardés facilement et que les gens en fait ne galèrent pas, parce que les wallets c'est chiant, les seed phrases c'est chiant, les frais de transaction c'est chiant. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ça, ça soit abstrait? Et plus que des paroles, ils ont leur Abstract Global Wallet, le AGW, que je vais abréger parce que c'est super chiant à dire. Le AGW, pour faire simple,
vous n'avez pas de seed phrase, vous vous connectez avec vos réseaux sociaux tradis, votre Google, on peut pas encore s'en faire un, donc je sais pas s'il y a d'autres choses, mais j'ai vu qu'il y avait Google. La seed phrase, elle est partagée à différents endroits, un peu comme Ledger Recover, si on veut, où c'est shardé à différents endroits et vous n'avez pas votre site directement. Et vous n'avez pas les frais de transaction parce que vous avez, si on va dans la documentation vite fait, je sais que la documentation, c'est peut-être pas votre dada, mais si on va dans la documentation, en fait, vous avez toute une énorme partie sur le compte abstraction, donc le fait de cacher le wallet au maximum, le fait que les gens en fait ne voient pas tout ça. Et on a donc la partie sur par exemple Paymaster qui permet de faire en sorte que ce soit l'application qui parle, que ce soit l'application qui paie les frais et pas les gens. Et on abstrait tout ça, et ça fait partie aussi des choses sur lesquelles Abstract a beaucoup bossé. Faire en sorte de cacher l'adoption de la blockchain, faire en sorte que ce soit juste simple. Et après, on a un petit peu, j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait dans l'écosystème. Donc là, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler le wallet. C'est des choses qui se rapprochent un petit peu des applications financières qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit votre appli bancaire ou n'importe quoi de manière générale. Vous allez avoir votre wallet, vous allez avoir l'onglet Discover, Trade, etc. Voilà, quelque chose de ultra épuré. On s'emmerde pas à faire des choses Et on voit compliquées. Stream d'ailleurs. Oui. Je vais y revenir, parce que c'est un point sur lequel, quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai vu après, et on me l'a justement fait remarquer, le côté du stream est beaucoup mis en avant, encore plus récemment. Je vais y revenir juste après. J'ai vu ça. On va avoir des jeux, alors là, par exemple, je vous en montre quelques-uns, l'idée c'est pas non plus de vous faire une review de tout le gaming qu'il y a sur Abstract, mais vous avez plusieurs types de jeux. Du jeu de cartes fantasy, avec Cardex, qui est juste là. Vous allez avoir des RPG comme Unchained Heroes, et il y en a un autre dont j'oublie le nom, Gigaverse, voilà. Voilà, vous avez plein de jeux, et l'idée c'est justement de faire en fait des choses fun, que les gens apprécient être sur la blockchain. La chose qu'il faut retenir de Abstract, c'est qu'ils ont peut-être pas Coinbase, comme Base a pour le backing pour l'image, ils ont peut-être pas Solana, avec l'effet de réseau, mais par contre ils ont quoi? Ils ont leur pingouin, les Pudgy Penguins, la collection NFT qui a racheté... C'est ça, qui déjà domine le marché NFT de très loin, et qui avait racheté un ancien projet pour développer Abstract. Vous avez des excellentes interviews d'Abstract sur YouTube, notamment celle de Pitsou, que j'ai bien, qui est vraiment sympa en plus pour découvrir, voilà, ici, qui est vraiment bien pour découvrir la vision de ce gars-là qui est Lucanes, qui est du coup le CEO à la tête des Pudgy Penguins, et qui est du coup à la tête d'Abstract, parce que tout est lié. Voilà. Et en termes de communauté, les Pudgy Penguins, c'est vraiment fort. Il y a beaucoup de gifs, en fait. Vous allez sur, par exemple, Abstract Ecosystem, je pense à ça, mais en fait, les pingouins sont... attends, tiens, je peux te l'envoyer sur le... Hop. Ouais, Tac. je veux bien. Je vais aller voilà. Abstract Ecosystem, où en fait, vous voyez que les pingouins sont au centre de tout, sur tous les comptes de l'équipe, de manière générale, vous allez retrouver ces pingouins-là. C'est leur image. Et image qui est très connue, parce que les gifs Pudgy Penguin et les peluches qui sont vendues physiquement dans les Walmart, parce qu'ils ont aussi ça, c'est des millions de ventes. Alors là, j'ai trouvé un article juste avant de lancer le stream. C'est quelque chose que j'ai pas mentionné dans ma vidéo, mais ils font quand même, ils ont fait 13 millions de ventes sur l'année, depuis 2023, voilà. 1 million d'unités. Ils ont été reconduits par les Walmart pour refaire justement des ventes, enfin, se refaire mettre dans les magasins. L'IP des Pudgy Penguins, elle est mondialement connue. Et c'est grosso modo une image que les gens ont en tête quasiment systématiquement, et peut-être que vous avez peut-être pas vu, mais je vous assure que les gifs de Pudgy Penguins, on peut taper par exemple, si on essaie d'écrire un tweet, ouais. vous tapez Pudgy, je pense que grosso modo on va trouver pas mal de choses. Voilà, tous ces gifs là, de pingouins et tout ça, il y en a à toutes les sauces, à toutes les PL, pour toutes les actions. Vous êtes à peu près sûr de trouver votre bonheur, et ça fait partie de l'IP, donc la propriété intellectuelle qui est mondialement connue. Là, les gifs, je vous assure, si on va sur Giphy, enfin le site qui permet de créer ces gifs, on va avoir des centaines de millions de vues. C'est mondialement connu. Et c'est ça l'effet de réseau qu'eux, ils ont. C'est en fait d'avoir une image cool, une image sympa, une image de projet qui bosse, et qui est très bien connue. Et on a, justement, tu parlais du streaming, pareil, qui est quelque chose que j'ai pas mentionné dans la vidéo, et que a posteriori j'aurais pu mentionner davantage, c'est le fait que on a vraiment... Est-ce que je vais le retrouver ? C'est qu'on a vraiment on va vraiment avoir en fait un accent qui est mis sur le streaming, et j'ai vu un tweet passer de Lucanex, donc le CEO,
il voulait rendre les streamers sur Abstract millionnaires. Il a dit si vous streamez sur Abstract à travers l'application, C'est bah celle-là, c'est voilà. exactement ça. Si vous streamez sur l'application qui permettra de stream sur Abstract, vous ferez des millions de dollars. Et le but, c'est très simple, c'est de faire de la culture. Venez sur Abstract, venez lancer vos trucs sur les projets, sur Abstract, et vous verrez, vous deviendrez millionnaire. Alors, on va pas tous devenir millionnaires si on fait des streams sur Abstract, Moi, oui. mais on m'a taillé en dessous aussi en me disant qu'il fallait que j'aille faire les streams là-bas, mais ce qui vous montre quoi? Ça vous montre deux choses. Ça vous montre que ce gars-là, à la tête des Pudgy Penguins, il a une vision très claire, c'est de faire en sorte que les gens gagnent de l'argent avec le projet et qu'on crée de la culture autour de ça. Et si on doit retenir une chose de Abstract, c'est ça, faire en sorte de faire de la crypto grand public et qu'on arrête de se prendre la tête avec les trucs généraux où il y a tout en même temps, les projets meurent, etc. Il y a aussi un truc qui est intéressant et qui est pas trop regardé en vrai par les gens, c'est la panoramique gouvernance qui est... alors, on va essayer de faire simple. Vous avez deux volets. Sur Abstract, vous allez donc payer des frais de manière cachée ou pas, enfin peu importe, vous payez des frais dans tous les cas. Et tous ces frais-là vont être distribués à la communauté la plus active en fonction de certains critères, qui ne sont pas encore connus, mais en fonction de certains critères, vous allez recevoir en récompense les frais de transaction qui seront payés sur toutes les applications, etc. Et de l'autre côté, vous allez avoir un programme d'incentive qui est lancé par Abstract où en fait les gens vont voter pour donner de l'argent aux meilleures applications. Ce qui fait qu'on a une espèce de flywheel, en tout cas sur le papier, où si la chaîne est beaucoup utilisée, ça génère beaucoup de frais, donc les gens vont vouloir les récompenses. Vous avez aussi les meilleures applications qui vont gagner de l'argent et elles vont développer l'écosystème. Et le but, c'est de faire en sorte que tout ce beau monde soit aligné dans un but commun. En tout cas, c'est sur le papier. Encore une fois, il y a plein de défis qui se posent à Abstract. Est-ce qu'ils seront vraiment capables de faire leur place? Est-ce qu'une fois qu'il y aura l'airdrop, les projets vont pas mourir? Un peu comme ce qu'il y avait sur Blast, par exemple, où on avait un engouement communautaire qui était fort. Mais une fois qu'il y a eu l'airdrop, bah, grosso modo, les choses, ils ont un peu arrêté les gens, ils ont arrêté d'utiliser, quoi. Voilà, Abstract, j'ai trouvé ça intéressant. Et je trouve que en France, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que ce sera révolutionnaire? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera utilisé? Je ne sais pas non plus. En tout cas, ça méritait de faire un petit détour par Abstract, histoire juste ne serait-ce de comprendre et d'étudier une vision qui est différente de ce qu'on trouve. Et ça, moi, j'ai trouvé ça sympa. Je pense que ça peut prendre. Je pense que face à Base, ils vont avoir un petit buzz. Est-ce qu'il tiendra? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air bien parti. Face à cette pléthore de Layer 2 qui sont allés nulle part, je pense que eux, ils visent un truc intéressant. Maintenant, on verra. C'est ça. Et d'ailleurs, pour le moment, l'airdrop n'est pas tombé. Je pense très honnêtement que le mainnet, quand il va sortir, vous aurez toujours le temps de le farmer. Ça m'étonnerait qu'on voit l'airdrop day one, vu que c'est un layer 2. Historiquement, on voit pas trop les airdrops le jour J. Donc, et surtout qu'il y a beaucoup d'applications qui attendent aussi d'avoir le mainnet pour se lancer officiellement. Je pense très honnêtement que voilà, juste vous allez voir la chaîne, vous allez tester les jeux et tout ça de manière complètement lambda, et je pense que vous pourrez être éligible à un petit quelque chose. Il y a des gens qui font des threads très bien d'ailleurs sur, je pense à Pasher qui a fait quelque chose sur Abstract. J'ai celui-là en tête, mais vous trouverez des choses autres qui sont très bien. En tout cas, voilà, la masterclass Abstract partie 1, vous pouvez regarder. Il détaille plein de choses et je pense que c'est pas trop tard et que le mainnet sera aussi un bon moment pour se positionner. Ben, ça fait une belle émission Fonda, hein, mon petit aigri, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah on met les deux Fonda ensemble. Regardez, ça fait 1h30 qu'on envoie des trucs de zinzin. Je pense que le chat est régalé à partir de là. Bah écoute, c'est bien. Désolé de pas vous parler de la partie technique. De toute façon, ça va secouer potentiellement dans les prochains jours avec Trump qui arrive, où les gens se disent ça va sell the news, etc. Il y a moyen que ça secoue un petit peu. Le signal envoyé est de toute façon positif. Maintenant, on verra. Nous, on a choisi de rester accrochés à ce marché. Peut-être que après la saignée sur certains agents IA, il y aurait des zones d'entrée aussi, ou peut-être que c'est faire du game, je ne sais pas. Faites vos jeux. Pour revenir rapidement sur Usual, je m'excuse d'avoir vraiment pointé du doigt le côté drama et pas nécessairement le communiqué qu'il y a derrière pour dire ce qu'ils vont faire, parce que je crois qu'ils vont aussi essayer de refund des gens sur Morpho, qu'il y a un système de fee switch qui va être activé. Bon, ils vont essayer de se racheter une petite santé. Moi, je vous avoue que je maîtrise pas tout. Entre USD 0, USD++, Usual X, l'interco entre les 4 jetons, comment sont alignés les intérêts, comment bien s'y retrouver, qui a pris vraiment cher,
qui a pas pris cher, etc. La volonté, parce que je pense que la volonté n'était pas de nuire, en tout cas, je leur donne vraiment le bénéfice du doute, mais simplement, voilà, c'est mal passé. C'est mal passé et je voulais pas faire une émission sans en parler parce que on rentre dans la méta chasse aux sorcières et je pense qu'on va clôturer l'émission sur ça. Qu'est-ce que j'appelle la méta chasse aux sorcières? Alors, on est sur un marché où quand absolument tout le monde gagne de l'argent, ça va. Quand on est en bull market, qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, d'autres qui n'en gagnent pas, ceux qui gagnent de l'argent sont des enculés. Quand on est en bear market, tout le monde insulte tout le monde sur Internet, c'est la guerre. Et là, de ce que je constate, je vais faire un big up à mon ami Darkemy, qui des fois du décétisme et que j'adore, tu vois, parce que je sais qu'il est plein de bonnes intentions, tu vois. Du fait qu'il soit historiquement proche d'Adli, parce qu'il a fait des lives avec Sam de JDC et tout le monde lui est tombé dessus en mode « Ah bah là, ça enquête pas, hein. Ah bah là, ça tweet pas, hein. » Et ça va être de pire en pire. Et j'ai vu dans le CTFR, même le CT tout court, DeFi, que tout le monde se tirait dessus, AAV versus Morpho, AAV versus Usual, c'est de bonne guerre, bien sûr, et je critique ni Mark Zeller, ni Stan, parce que c'est le jeu aussi, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est la méta chasse aux sorcières, c'est-à-dire que si les agents IA ils montent, c'est bien, t'en auras parlé, Joe en aura parlé, on en aura parlé, Victor en aura parlé. Si les agents IA, ça descend encore, on va nous tomber sur la gueule et nous dire « Ah bah voilà, hein, ça fait 3 semaines vous nous cassez les couilles avec ça, au final on a perdu de l'argent. » Et en fait, c'est insupportable. Parce qu'évidemment, on est sur un marché, on a des convictions, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand il y a une vraie faute, c'est important d'en parler, évidemment. Le but, c'est pas d'être tous dans un politiquement correct où on se dit pas les choses et puis au final on fait rien avancer, mais juste voilà, faut doser un petit peu aussi sur la chasse aux sorcières. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais comme Joestar. Sur Internet, je tombais sur tout le monde. J'étais putain d'aigri. Vraiment, j'étais une petite crapule et je prenais un plaisir fou à le faire. Maintenant, je suis une crapule dans le privé. Non, je rigole. Voilà, je me suis assagi. On a 30 ans, hein, c'est l'âge, hein, évidemment. Mais juste doser un peu des fois. Doser un peu. Regardez, il s'appelle aigri, il est gentil comme tout. Publiquement, j'essaie juste de rester cool et de vous apprendre des trucs, hein. Mais Mais comme dit Capet, on est dans une méta PVP. Quand les choses baissent, on essaye tous de faire on essaye de savoir qui a tort, qui a raison, parce que grosso modo, on a que ça à faire et on s'emmerde et on perd de l'argent. Et c'est toujours la même chose. Pendant l'été, c'était pareil. La méta PVP où on essaye de voler dans les poches de l'autre et comprendre qui fait plus d'argent et machin et nanana. Faites juste attention à vos bagues. Ayez vos convictions, que peu importe les secteurs, peu importe les choses, faites preuve d'esprit critique comme toujours, parce que c'est pas parce que quelqu'un d'influent dit quelque chose que c'est vrai, que c'est bien, que c'est mal, etc. Voilà. Et je pense que ce sera bien. Et faites attention à la macro. Parce que là, c'est pour le vrai. moment, on est bullish avec Trump, mais partout où je passe, je fais le mec chiant à parler de macroéconomie. Personne n'aime ça, mais en ce moment, c'est le sujet, je pense, qu'il faut avoir en tête. J'ai peut-être pas le temps de le développer beaucoup, mais Tu peux faire une parenthèse macro, hein, de ton avis. je peux. En fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on se prend sur la gueule? En fait, pour le moment, en crypto, tout va bien. Cycliquement, on est dans les clous. On est sur des choses similaires à ce qu'on a vu en 2021, etc., avec un retracement en janvier type. On-chain, je pense à mes frérots qui font de l'on-chain sur des cryptèdes, je pense à Crypto Sapiens qui est très bon. Si jamais vous le connaissez, vous savez de qui je parle. Qui, grosso modo, est en mode on-chain, en fait, ça va. Et pour les quelques indicateurs que je connais, on-chain, ça va, il n'y a pas de surchauffe. Mais le vrai catalyseur, c'est la macroéconomie. Parce que vous savez qu'en ce moment, en fait, l'inflation ne baisse pas autant qu'il faudrait. Du coup, la Fed n'a pas envie de baisser ses taux. Sauf que pour voir des injections de liquidités en crypto, il faut que la Fed baisse ses taux. Et on est dans un environnement où en fait on est pris par les couilles par l'inflation, pour être un peu vulgaire, pour faire simple. Si l'inflation est pas bonne et si les données économiques sont justement trop bonnes, ce qui voudrait dire que l'économie va bien, en fait on pourrait ne pas être de voir un semestre un peu nul, où en fait on attendrait que l'inflation baisse et que voilà, c'est compliqué. Les catalyseurs on les connaît et on va les avoir d'ici la fin du mois. On a l'inflation qui tombe le 29 et le 15 on a une donnée économique aussi dont j'ai oublié l'intitulé, mais je sais qu'il y a deux choses, et entre les deux, il y a l'investiture de Trump. Inflation mercredi, on me dit aux États-Unis, et du coup, il doit y avoir une autre chose le 29, dans ces eaux-là. J'ai plus en tête, excusez-moi pour ça, mais il y a des catalyseurs qui sont importants. Il faut pas être bearish à outrance, il faut pas être sur bullish non plus. Il faut juste être dans le marché, et ayez vos plans, et
Voilà, ayez vos convictions et tout ça. J'ai un focus un peu plus macro aussi par mes vidéos où parfois j'en parle. C'est pas impossible que je refasse une vidéo sur la macro très très vite parce qu'il y a des vraies choses à regarder. Bref, de manière générale, il y a plein de choses à surveiller. Pour le moment, ça va. Ça pourrait ne pas aller, mais pour le moment, ça va. Donc faites attention à tout ça et faites attention à la méta PVP où grosso modo, là, peu importe ce que vous allez faire, vous allez grosso modo perdre de l'argent parce que c'est pour le moment, on s'emmerde. Voilà, on est retourné comme on était. Et pour ceux qui ont connu l'été, c'était relou, c'était chiant. Tout le monde était en stress et on est grosso modo dans des configurations similaires. Donc voilà, faites attention à vous sur les prochaines semaines. De toute façon, on bouge pas. Toutes les semaines, vous aurez Khan Academy, vous aurez mes vidéos, vous aurez Caped, vous aurez Picsou, vous aurez plein d'autres gens. Donc voilà. Bah, c'est bien résumé. De toute façon, nous, on vous tient au jus de l'actualité. On vous a beaucoup parlé d'agents IA et vous allez voir, bah, d'ailleurs, il y a Asher qui a sorti une vidéo sur les agents IA. Parce qu'en fait, on est content d'avoir un peu de frais, en fait, un peu de nouveauté. Où on se dit, il se passe des choses, des trucs qui peuvent servir à quelque chose, d'avoir des robots qui gèrent de l'argent, c'est nouveau. Donc, on est content d'en parler, quitte à en parler à outrance, comme à l'époque, on a pu parler des NFT, etc. Parce que sinon, tu nous enlèves les agents IA et les dramas, on parle de quoi, en fait? On vous parle d'infra, vous en tapez. Et voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté cette émission. Encore une fois, merci Egrid d'avoir répondu présent. On fait le coucou à Picsou qui n'a pas pu être présent exceptionnellement. Force à Picsou pour son yep. Réel. On se retrouve cette semaine pour des nouvelles vidéos. Egrid bosse sur des nouveaux sujets. De même pour moi, interview d'Iril, interview de Victor et interview de Paul de Crypto Formation. Je vais essayer de vous avoir quelqu'un qui bosse sur un projet BitTensor, je vais essayer de vous avoir quelqu'un de chez Aptos, etc. Donc, on va être dispo sur Twitch, on va être dispo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Khan Academy. Tous les liens utiles sont en description. Et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao les potes.